un après-midi extrêmement intéressant. Mon nom est Rémi Trudel. Je suis professeur à l'École nationale d'administration publique et j'aurai le plaisir d'exercer le rôle de distributeur de parole cet après-midi avec les gens qui vous sont annoncés, en commençant par le professeur Denis Monnière, et ensuite on aura l'occasion d'entendre M. Mathieu Bock-Côté et aussi M. Claude Cardinal, ainsi que Éric Bédard pour d'autres aspects des retombées de la visite du général de Gaulle en juillet 1977. Sans plus de préambule, peut-être ajouter une petite note, on va gérer le temps tel qu'indiqué sur votre programme. S'il nous restait quelques minutes, on pourra peut-être prendre question avant la fin des interventions de tout le monde, histoire d'apporter des précisions s'il en est. Je suis sûr qu'il va en être. Je vais d'abord commencer par vous présenter Denis Monnière, parenthèse, l'âme qui a exercé le rôle de responsable de l'organisation de ce magnifique colloque qui se déroule depuis ce matin. Denis Monnière, il a été professeur titulaire au département des sciences politiques de l'Université de Montréal jusqu'en 2012. Il a publié une quarantaine d'ouvrages entièrement consacrés à l'analyse de la politique québécoise. Il est aussi le récipiendaire de prix prestigieux comme le prix du gouverneur général du Canada, le Grand Prix littéraire de la Ville de Montréal, le prix de la présidence de l'Assemblée nationale du Québec pour Les mots qui nous gouvernent, publié en collaboration avec Dominique Labbé en 2008. Ce qui n'est pas inscrit dans son curriculum, et j'ai aussi le privilège de dire qu'il a été sur mon jury de thèse de doctorat à l'Université d'Ottawa, ce qui n'est pas peu dire. Alors, je vous cède immédiatement la parole sur le sens gaullien de la nation, exprimé dans les discours prononcés par le général lors de la visite au Québec le 23 et 24 juillet 1977. M. Monnière. Alors, merci Rémi de me rappeler cette expérience inoubliable où je suis allé défendre ta position de thèse devant un éminent jury de l'Université d'Ottawa. Tout à fait. Alors, chers amis, cet après-midi, je vais parler de la vision gaullienne de la nation, mais perçue à travers les discours que le général a prononcés lors de sa visite au Québec. Quand on prépare une communication pour un colloque, en tout cas, c'est ma préoccupation, c'est d'offrir à ceux qui nous écoutent de l'information nouvelle et donc de ne pas répéter ce qui a été dit ailleurs, un peu partout dans la littérature pléthorique concernant la visite du général de Gaulle. Je devais donc me trouver un angle pour traiter de ce voyage. Bien sûr, tout le monde sait que la déclaration de l'Hôtel de Ville « Vive le Québec libre » a fait couler énormément d'encre, et j'ai donc voulu négliger cet aspect puisque ça m'apparaissait redondant de revenir sur cette question. Comme je suis spécialiste de l'analyse des discours politiques, et depuis une quinzaine d'années, dans le cadre de ma présidence à la Société du patrimoine politique du Québec, j'ai exploré les corpus des discours des premiers ministres québécois de Lamergouin jusqu'à Jean Charest, et je viens de faire paraître avec mon ami Jean-François Simard un ouvrage qui s'intitule Le Sage vous parle, dans lequel nous analysons les discours de Jean Lesage. Ça vient de paraître aux éditions de l'Université Laval. Donc, ma matière première étant les discours politiques, je me suis dit, je vais donc voir ce que De Gaulle a fait comme discours au Québec, et donc j'ai fait un corpus de 12 discours qui ont été prononcés durant son périple, et j'ai ajouté à cela le discours qu'il a fait en conférence de presse à Paris le 27 novembre 1967. Et durant mes recherches, j'ai découvert un discours inédit que De Gaulle aurait prononcé s'il était allé à Ottawa. Alors, je vais vous en parler brièvement. Alors, qu'est-ce que c'est l'analyse lexicométrique? On prend donc un ensemble de textes, on les soumet à un ordinateur, un logiciel de traitement, et on pose des questions, et on essaie de voir quelles sont les fréquences ou les occurrences qui apparaissent dans le vocabulaire. Ceci nous permet de mettre en évidence des phénomènes qui peuvent
ne pas être perceptible à l'œil normal, à l'œil humain qui fait une lecture. Et donc, ce qui m'a un peu étonné, enfin, j'ai repéré dans les discours du général de Gaulle une expression qui n'a pas été nécessairement très couverte par les médias. Et le général de Gaulle, lorsqu'il s'adressait à son auditoire au Québec, utilisait l'expression « français du Canada ». Alors, ça m'a beaucoup interpellé. Qu'est-ce que ça voulait dire? Pourquoi le général utilisait « français du Canada ». Vous savez comme moi que le général de Gaulle ne parlait pas pour rien dire, que son vocabulaire, il le choisissait en connaissance de cause. Et donc, partant de cette hypothèse, je me suis dit, il doit y avoir quand même un sens à ce choix de mots qui sort de l'ordinaire, qui est peu fréquent, en tout cas dans les discours des hommes publics. Mon relevé, donc je vous donne les données quantitatives, parce que moi je suis un quantitativiste, statisticien, je ne crois qu'aux chiffres, parce que sans les chiffres, nous ne pouvons pas interpréter rigoureusement la pensée. On peut interpréter, mais pas rigoureusement. Donc, il y a plusieurs façons, le général utilise plusieurs façons de parler de l'identité. Il utilise plusieurs façons de dire quelle est l'identité de ceux à qui il s'adresse. Il utilise bien sûr français canadien à 8 reprises, français du Canada 4 reprises, vous êtes des Français 4 reprises, français des rives du Saint-Laurent 2 occurrences, français d'ici 2 occurrences, français de part et d'autre de l'Atlantique 2 occurrences, et français que nous soyons du Canada ou bien de France 3 occurrences. Total, dans les 12 discours, un total donc de 25 occurrences qui se réfèrent à une identité où c'est la France qui décrit le public auquel il s'adresse. Qu'advient-il des Canadiens français? 2 occurrences. Qu'advient-il des Québécois? 0 occurrence. Alors, j'ai trouvé ça donc, ce petit calcul intéressant. Et je me suis dit, mais est-ce que De Gaulle est le premier à nous qualifier collectivement de Français? Eh bien non. J'ai retracé dans la littérature l'œuvre du père Charles Levoix, qui a écrit l'Histoire générale de la Nouvelle-France, publiée en 1744, et qui nous décrit comme des Français canadiens. Donc, De Gaulle n'a pas imaginé, innové, ça existait déjà. J'ai retrouvé aussi le même concept identitaire chez Alexis de Tocqueville, qui vient faire une visite au Bas-Canada en 1831, si ma mémoire est bonne, et je le cite, « On ne peut contester leur origine, ils sont aussi français que vous et moi. » Donc, cette appellation est passée un peu sous silence, parce qu'elle a été écrasée par le Vive le Québec libre. Donc, j'ai bien démontré qu'il ne s'agissait pas, dans le discours de De Gaulle, d'un accident de parcours. Il ne s'agissait pas d'un lapsus, puisqu'il en fait un usage intensif. Et surtout qu'il ne se réfère pas au vocable en usage au Québec par les hommes politiques de l'époque. Parce que les discours de Lesage, je les ai analysés. Et donc, Lesage utilise Canadien-Français et, plus tard, Québécois. Donc, De Gaulle est en décalage avec le discours politique ambiant. Dans les médias, j'ai fait quand même le relevé de tous les journaux de l'époque, il y a un seul journal qui fait une remarque à ce propos sur l'usage de ce concept identitaire, et évidemment c'est le journal fédéraliste Le Soleil, qui s'offusque que De Gaulle nous qualifie de Français canadiens. Le Soleil écrit que nous sommes des Canadiens avant tout, et non pas des Français canadiens. Et Le Soleil ajoute que l'usage de Français canadien est un cri de guerre visant à diviser le Canada. Donc, partant de ce constat, je me suis demandé, mais est-ce que c'est quelque chose qui est profondément ancré dans la logique gaullienne?
Et j'ai commencé donc à m'intéresser au discours plus large du général de Gaulle. Et donc, on constate que pour de Gaulle, l'œuvre française ne s'efface pas avec le passage du temps, ni avec le changement des régimes politiques. Alors, pour de Gaulle, lorsque des populations ont vécu dans le giron de la France, celles-ci, ces populations, et la France en particulier, conservent une responsabilité à travers le temps. Dans la logique gaulienne, le droit des États est toujours subordonné au droit des nations. Ce matin, je pense que nos conférenciers l'ont démontré. Et pour de Gaulle, peu importe les avanies de l'histoire, les Canadiens français ou les Français du Canada restent toujours à l'intérieur du peuple français. Et ils sont englobés dans la souveraineté française. Alors, cette conception de la nation, qui, à travers le temps, peu importe les avanies de l'histoire, reste intégralement liée à son origine, cette conception, bien sûr, est au cœur du malentendu entre de Gaulle et le gouvernement canadien, puisque pour le gouvernement canadien, les propos du général de Gaulle vont constituer une ingérence inacceptable sur les problèmes constitutionnels du Canada. Or, pour de Gaulle, ce n'est pas une ingérence parce que la France n'est pas un pays étranger, puisque les Français du Canada appartiennent à la nation française. Donc, il est tout à fait légitime pour le chef de la France de se soucier du sort de son fragment nord-américain, puisque c'est la nation qui dispose de la souveraineté et non pas l'État. Donc, de Gaulle, tout le monde le sait, a une certaine idée de la France. Et de Gaulle pense la nation dans le long terme, au-delà des péripéties conjoncturelles. Il nous explique que l'histoire de France est une accumulation d'héritages qui s'inscrivent dans une continuité identitaire qui transcende les ruptures, les défaites et les capitulations. Autrement dit, les régimes passent, la France reste, à condition d'avoir le courage de résister, de ne pas se résigner au mauvais sort de l'histoire ou de se résigner au temps présent. En fait, ce qui se passe dans la pensée de Gaulle, c'est qu'il transpose le sens de la résistance qui l'a poussé à l'appel du 18 juin. Il transpose ça à ce qu'il voit chez les Français du Canada qui, et là il mentionne à plusieurs reprises, relèvent la tête avec la Révolution tranquille, qui relèvent la tête après la capitulation des Bourbons. Donc, pour de Gaulle, si on se fie à cette logique, la défaite de 1759, n'est qu'un épisode qui n'a rien de définitif. Alors, cette conception historique de la nation explique son intérêt pour les colonies qui ont provigné en Amérique. En ce sens, moi j'affirme, en tout cas on pourra en discuter, mais j'affirme que la souveraineté française n'avait pas été effacée par la défaite des plaines d'Abraham dans l'esprit du général de Gaulle. Et cette logique de résistance, on la retrouve pleinement assumée dans une note que de Gaulle adresse à François Leduc, ambassadeur de France au Canada, et il écrit, expliquant pourquoi il vient ici, « Il n'est pas question que j'adresse un message au Canada pour célébrer son centenaire. Nous n'avons pas à féliciter ni les Canadiens, ni nous-mêmes de la création d'un État fondé sur notre défaite d'autrefois et sur l'intégration d'une partie du peuple français à un ensemble britannique. » De Gaulle ne vient pas ici pour le Canada. C'est pour cette raison qu'il va descendre à L'Anse-au-Foulon à partir de son navire. Il va refuser d'aller à Ottawa directement parce que le Canada, pour lui, est le symbole d'une défaite militaire, mais défaite militaire qui n'est pas irrémédiable.
Je compare, évidemment, je prends une liberté, mais je compare la cession de la Nouvelle-France de 1763 à la situation de l'armistice de 1940. Et je pense que ce n'est pas exagéré de dire que quand De Gaulle vient ici, il se sent dans son rôle de libérateur qu'il a assumé lors de l'armistice de 1840 et lors de son discours du 18 juin. Donc, dans son esprit, quand il fait ses discours à l'Hôtel de Ville et à travers sur le chemin du roi, il pense que la France doit assumer ses devoirs devant ces nationaux qui ont été détachés de la mère patrie par le sort des armes. Et là, je le cite in extenso. Étant donné que la France a fondé le Canada, qu'elle l'a seule administré pendant 2 siècles et demi, peuplé, mis en valeur, qu'elle y constate l'existence et l'ardente personnalité d'une communauté française comprenant 6,5 millions d'habitants, dont 4,5 millions dans le Québec, elle ne saurait à coup sûr se désintéresser du sort présent et futur d'une population venue de son propre peuplement, fidèle à sa patrie d'origine, ni considérer le Canada comme un pays qui lui serait étranger au même titre que tout autre. De Gaulle vient au Canada dans une partie de la France et non pas au Canada dans un pays étranger. De telle sorte que pour lui, il ne s'ingère pas dans les affaires du Canada. Il prend fait et cause pour une partie de ses nationaux. Il vient ici pour réparer la dette de Louis XV et faire oublier sa lâcheté. Cette vision du peuple, appelons-le québécois là, pour la fin de notre discussion, cette vision du peuple québécois comme étant fragment de la nation française, c'est pas un accident de parcours, puisque ça revient constamment dans son discours, et il va reprendre la même idée lorsqu'il sera de retour à Paris, lors de sa conférence de presse, ou encore dans les messages de vœux de bonne année qu'il adresse à ses concitoyens. Bon, je sais bien que personne ne va s'intéresser aux vœux de bonne année que le président de la République adresse à ses concitoyens, mais il y a quelque chose de fascinant dans ce que De Gaulle fait en 1967. Ça fait 4 mois qu'il est revenu. Il écrit « Quand la France réussit, tous ses enfants voient grandir leur chance. Oui, tous, c'est-à-dire ceux de notre métropole, ceux de nos départements et territoires d'outre-mer, ceux qui vivent à l'étranger, enfin, cas très émouvant et qui nous est d'autant plus cher, ceux de la nation française du Canada. » Donc, à mon avis, dans l'esprit de Gaulle, les Québécois sont partie prenante de la nation française. La défaite de 1759 a interrompu les liens, mais substantiellement, l'identité reste celle de la France, et c'est la France qui est ici grâce à la survivance des Québécois. Évidemment, cette logique n'est pas simple à transposer sur le plan politique. Une fois qu'on a balisé la définition de l'identité du peuple auquel on s'adresse, il faut quand même avoir quelque chose à proposer, puisque cette identité nationale française doit s'incarner politiquement. Alors, lorsqu'il aborde le terrain politique, De Gaulle va se référer à 2 entités géopolitiques. Il va d'abord se référer au Québec et au Canada français. Donc, il est bien conscient, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que De Gaulle sait qu'il y a le Québec, mais il y a aussi la diaspora, les Canadiens français qui vivent à l'extérieur du Québec, et en particulier en Acadie, auquel il va porter beaucoup d'attention. Donc, le Québec n'est pas
la totalité du peuple français qui vit en Amérique. Ce que De Gaulle affirme, c'est que le droit du peuple français d'Amérique à disposer de lui-même s'appliquera un jour ou l'autre. Et il se réfère même à un éventuel État canadien-français, mais les frontières ne sont pas du tout précisées dans sa pensée. Alors, sur le plan politique ou constitutionnel, ce qu'on peut remarquer, si on se fie bien sûr au rapport ou au verbatim rapporté par Alain Perfit, c'est que De Gaulle prévoyait l'éclatement de la Fédération canadienne. Pour lui, c'est une construction artificielle parce que le fragment français était maintenu dans une situation d'oppression coloniale. Alors, je cite, « L'avenir du Canada français, c'est l'indépendance. C'est une affaire entre des Français et des Anglais. C'est-à-dire, au final, entre la France et le mastodonte anglo-saxon. C'est donc notre devoir de nous en mêler pour empêcher les Français d'être écrasés. » Ce matin, on nous a bien expliqué la géopolitique de l'intervention du général de Gaulle au Québec. Et de Gaulle est un géopolitique mondial. Il situe la question nationale québécoise dans un contexte mondial. Et évidemment, le clivage entre les anglo-saxons et le reste du monde, pour lui, est une façon de décrypter la réalité des relations internationales. Alors, De Gaulle est un peu coincé parce qu'il ne souhaite pas l'affaiblissement du Canada pour des raisons géostratégiques. Il faut que le Canada reste une entité juridique, politique forte pour faire contrepoids aux États-Unis, qui est tout de même la bête noire du général de Gaulle. Donc, il ne veut pas, évidemment, nuire à la réalité de l'État canadien, mais il se dit, et j'ai une citation là-dessus, il se dit que la libération du Québec va obliger le Canada anglais à adopter une structure politique différente, une structure politique confédérale où les Français et les Anglais pourraient entretenir de meilleurs rapports. Alors, je le cite, « Le Canada est un pays fédéral qui a envie de cesser de l'être. Il y aura sur l'emplacement du Canada une communauté française et une qui ne le sera pas. Le Canada ne sera plus fédéral, mais confédéral. Il se concertera pour défendre l'indépendance de l'ensemble. Tout ça s'éclaircira peu à peu au fur et à mesure que le Canada français ira vers l'indépendance. » Bon, vous voyez bien qu'il n'est pas tout à fait certain des structures éventuelles que prendrait cette indépendance du Québec associée à l'indépendance du Canada. Mais ce qui est intéressant, parce qu'après la visite du général de Gaulle, cette idée d'un État souverain québécois associé au Canada va devenir tout de même le cœur de la politique des nationalistes à travers le Parti québécois. Donc, alors là, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une relation d'influence entre la pensée de Gaulle et celle de René Lévesque? Peut-être, mais je pense qu'il y a d'autres qui vont faire des communications cet après-midi, qui vont nous parler des réactions des hommes politiques. Alors, je continue à donner une citation de Gaulle sur cet enjeu. « Il est naturel que les Canadiens forment une confédération et que cette confédération règle les problèmes de la vie commune. Mais aucun peuple ne doit être soumis à la dépendance de l'autre. Je crois bien qu'il y aura une République française du Canada. » Je fais remarquer encore une fois qu'il ne dit pas une République canadienne-française ou une République québécoise. Une République française du Canada. Donc, quand il prononce « Vive le Québec libre », ça procède d'une pensée mûrement réfléchie. Ce n'est pas une improvisation, ce n'est pas dû à la fatigue du voyage, à l'enthousiasme des foules sur le chemin du roi. C'est dû à une conception de la nation qu'il a tenté de
diffusée auprès de ce public qui l'acclamait sur la route. Là, je m'avance dans l'interprétation, hein, je fais la distinction, mais je pense qu'on peut soutenir que De Gaulle envisageait la relation ou son rôle dans la relation Canada-Québec un peu comme il avait agi dans la relation France-Allemagne, puisqu'il a été un des artisans de la réconciliation entre la France et l'Allemagne. Et donc, il s'imaginait probablement que son intervention au Canada servirait à faire avancer la cause des Canadiens français et permettrait de trouver un compromis constitutionnel qui satisferait les deux communautés linguistiques. Alors là, ce qui est le plus fascinant, évidemment pour un chercheur, c'est la mine d'or quand vous tombez sur un document qui n'a jamais été publié, vous êtes enthousiaste parce que vous mettez au jour quelque chose qui serait totalement passé inaperçu. Vous savez qu'après son discours, donc, à l'Hôtel de Ville, De Gaulle a été interdit de séjour à Ottawa. En tout cas, il a été jugé persona non grata. Et donc, il a décidé de retourner en France. Mais, et ça démontre encore une fois que De Gaulle avait mûrement préparé son voyage et ses interventions. Parce qu'il avait préparé un discours pour son voyage à Ottawa, et j'ai retrouvé dans les archives du général de Gaulle le discours qu'il a réécrit lui-même à la main, à partir d'une esquisse que lui avait procurée le secrétariat de l'Élysée. Donc, j'ai ce discours, et je l'ai fait paraître, pour ceux que ça intéresse, dans l'Action nationale du mois d'avril, où je l'ai publié in extenso. Donc, vous pourrez lire ce que De Gaulle aurait dit s'il était allé à Ottawa. Et qu'est-ce qu'il aurait dit? Eh bien, imaginez-vous qu'il aurait répété le discours sur le balcon. C'est quand même fort. Hein? Il faut avoir de la constance en politique. Hein? Et je pense que De Gaulle est un modèle à cet égard. Alors, je vous le cite, vous pourrez le lire. Hein. Le Canada est en complète transformation. Là, il s'adresse à Lester B. Pearson, à Pierre Elliott Trudeau et à toute l'aréopage des ministres fédéraux, n'est-ce pas? En tant qu'État, nous le voyons, nonobstant d'anciennes attaches, je parle du Canada ici, pratiquer une indépendance de plus en plus accentuée. De Gaulle est d'accord avec ça. En même temps, la fraction de ses habitants qui est française d'origine, de caractère et de langue, s'affirme chaque jour davantage comme une entité destinée à disposer d'elle-même. Qu'est-ce que vous voulez comme clarté? Hein? Il n'est pas plus clair. Les Français du Canada ont le droit de disposer d'eux-mêmes. Je vous le dis à vous, M. Pearson, Premier ministre du Canada. Il faut être culotté. Donc, en conclusion, j'imagine que 4 minutes. Ça va être très bien. Donc, en conclusion, ce qu'on peut remarquer, c'est que la logique gaullienne se fondait sur l'identité fondamentale ou substantielle de la nation française qui transcende les siècles et les aléas de l'histoire. De Gaulle, par ses combats antérieurs, a prouvé que les défaites militaires et les changements de régime n'avaient rien d'irrémédiable et ne changeaient pas le sens de l'appartenance. Il pensait que le Québec moderne constituait une partie constituante de la nation française. Là aussi, ce n'est pas une grande innovation dans la mesure où le vocabulaire populaire se réfère à cette identité française. Quand on parle de nos cousins de France, quand on parle de nos frères de France, il y a un lien de parenté qu'on affirme. Et donc, ça veut dire qu'on n'est pas en rupture avec notre origine française. Et nous sommes donc partie prenante de cette nation française qui existe depuis des siècles au-delà des avanies du passé. Alors, cette nation française, transatlantique, supposait que son fragment nord-américain puisse se développer librement en s'émancipant de la tutelle anglo-saxonne
et en disposant de la plénitude de la souveraineté politique dans un cadre confédéral. De Gaulle voyait loin, de Gaulle voyait grand, et la réalisation de ce grand destin qu'il a pensé exigeait, bien sûr, que cette vision soit partagée par les Français canadiens. Il fallait donc que les Québécois veuillent eux-mêmes fonder un État-nation. De Gaulle n'a jamais prétendu que la France le ferait à leur place. Et je pense que c'est là où il y a eu peut-être un malentendu, parce que les Canadiens français ont préféré rester Canadiens. Ils ont en quelque sorte choisi de ratifier eux-mêmes le traité de Paris de 1763 en adhérant au système de dépendance institué par la défaite. Voilà donc les effets de déception, je pense, que De Gaulle a éprouvé vis-à-vis les réactions de son voyage au Québec. Vous savez que De Gaulle était très déçu des suites de ce voyage. Il a essayé d'encourager, évidemment, la coopération. Mais son ami Johnson, comme il le disait, n'avait pas livré la marchandise parce que Johnson avait été un peu perturbé par les déclarations du général. Le général supposait que Johnson était un homme d'État. Mais malheureusement, M. Johnson n'était qu'un premier ministre de province. Voilà. Merci. Alors, merci Denis Monnière d'ajouter tellement de profondeur à notre pensée, oui, il faut le dire, et compte tenu de ce que vous nous avez informé, on a envie de dire aux armes citoyens, c'est non à vos crayons citoyens, citoyennes, parce qu'on n'aura pas de période de questions tout de suite, et là, il faut se retenir, mais prenez des notes, on va trouver une petite période de questions, le temps venu, à travers les présentations de nos autres conférenciers. Nous, les Français d'Amérique, on est capable de se retenir parfois, mais l'expression vient à son compte lorsque le moment il nous est donné. Merci encore, Denis Monnière, c'est absolument fascinant tout ce que vous nous avez exposé. Maintenant, on va attendre la parole sur le même thème du sens gaullien, les effets de la visite du général en juillet 1967. Mathieu Bock-Côté. D'autres diront, point besoin de présentation, mais on va le présenter quand même. Tellement on est content qu'il soit avec nous aujourd'hui. Mathieu Bock-Côté, qui est sociologue diplômé, doctorat de l'Université du Québec à Montréal. Ses recherches portent principalement sur le nationalisme québécois, le conservatisme occidental, la démocratie occidentale depuis les années 1960. On l'a vu dernièrement, il collabore aussi avec Le Figaro en France et de nombreuses d'autres publications. Et il est également chroniqueur, blogueur, mais chroniqueur au Journal de Montréal, où au-delà d'1 million de personnes chaque jour ou plusieurs fois par semaine se délectent de sa pensée libre, d'expression dans ce journal de notre nation. C'est avec grand plaisir donc que je vous présente maintenant pour une trentaine de minutes la fascinante parole aussi de Mathieu Bock-Côté. Alors, bonjour à tous et merci pour cette présentation et merci de l'invitation. Le thème qui m'a été proposé pour le colloque, pour l'essentiel, ce sont les effets de la déclaration du fameux « Vive le Québec libre » du général de Gaulle sur l'évolution du nationalisme québécois. Donc, ce que j'ai privilégié comme structure pour l'exposé, c'est une série de brèves observations sur l'évolution non seulement du contexte politique, mais aussi sur l'évolution de la pensée nationaliste au Québec au contact du Vive le Québec libre d'une manière ou de l'autre. Donc les observations vont à la fois être sur le domaine de l'évolution du mouvement en tant que tel, sa stratégie, mais aussi sur l'évolution de la pensée politique souverainiste. Dans quelle mesure avons-nous retenu quelque chose, peut-être l'essentiel, mais peut-être pas, du Vive le Québec libre? Alors, premier élément, naturellement, lorsqu'on se demande des effets du Vive le Québec libre sur le nationalisme québécois, le premier élément, c'est tout simplement la mise au monde, à l'échelle de la planète, de ce qu'on appelle la question nationale québécoise. C'est-à-dire que le Québec, qui n'existait pas vraiment dans les yeux de la planète
Soyons honnêtes, le Québec, ou alors qu'il n'existait plus qu'à la manière d'un souvenir résiduel. Ah oui, il y a déjà eu des Français au Canada. Il y en a encore, franchement. Eh bien, le Vive le Québec libre propulse la question du Québec au cœur du monde et au même moment apprend au monde que ce peuple n'est pas seulement résiduel, n'est pas seulement folklorique, n'est pas seulement voué à survivre, mais ce peuple est dans une démarche d'indépendance nationale. Donc là, on pourrait dire que le peuple québécois naît au monde à travers son désir d'indépendance. On pourrait dire, soit dit en passant, que c'est tout à fait logique, dans la mesure où un peuple n'est intéressant dans la mesure où il décide d'exister par lui-même. Jean-Marc Léger, non pas le sondeur, mais le diplomate, avait déjà dit et avait raconté d'une manière assez triste une anecdote. Il dit à la délégation générale du Québec, à Paris, mais aussi à Bruxelles, avant le référendum de 80, les cérémonies étaient tout à fait passionnantes. Les gens venaient pour la fête nationale. Ils disaient franchement que c'est formidable. Et à partir de 81, enfin après le référendum, on pourrait dire donc dès juin 80, eh bien, il dit le taux de fréquentation à nos fêtes, à nos rassemblements a soudainement baissé radicalement. Mais c'est normal. Pourquoi vous intéresseriez-vous à un peuple qui a dit non à sa propre existence? Alors, quoi qu'il en soit, ce qui est important de noter là-dedans, c'est que De Gaulle, autrement dit, est celui qui fait naître la question du Québec au monde autrement qu'à la manière donc d'une question folklorique ou d'une question purement interne à la Fédération canadienne. Et c'est une chose importante de le noter, c'est-à-dire sans l'appui gaullien, sans l'appui du général de Gaulle, on est en droit de penser que la question du Québec n'aurait jamais eu un tel écho. On est en droit que la question du Québec aussi n'aurait jamais été perçue comme une question avec une portée géopolitique importante. On y aurait vu pour l'essentiel un mouvement interne à l'État canadien d'une importance relative et n'intéressant pas les affaires du monde. Dans la mesure où le dernier grand du 20e siècle s'emparait de cette question et décidait qu'elle était fondamentale, eh bien dans cette mesure, on peut dire que la question du Québec était d'un coup élevée à la dignité d'objet géopolitique d'importance. Autre chose, toujours dans cette logique des effets sur le mouvement souverainiste, eh bien, on pourrait dire que ce qui menace un mouvement indépendantiste, surtout dans une situation qui n'est pas explicitement coloniale comme pouvait l'être l'Algérie, le Vietnam et ainsi de suite, ce qui menace un mouvement indépendantiste dans de telles circonstances, c'est souvent justement la réputation folklorique. C'est-à-dire, c'est cette idée que le mouvement n'a pas la capacité de constituer une élite capable de construire un État, capable d'occuper l'ensemble des fonctions de l'État moderne. Souvent, l'indépendantisme est pensé comme justement une forme de nostalgie folklorique qui est appelée qui relève davantage en un sens d'une forme de fidélité archaïque à un monde qui n'est plus, davantage qu'un projet politique capable de constituer l'avenir. Longtemps, c'est ainsi qu'on a traité, par exemple, le nationalisme écossais. On voyait dans le nationalisme écossais non pas un projet capable de quelque modernité que ce soit, non pas capable de constituer un État, mais bon, une forme de sympathie pour le kilt et différentes formes. Et le scotch, bien sûr, je n'allais pas l'oublier, mais ça, j'aimerais faire de l'appropriation culturelle et leur voler le scotch. Le kilt, je leur laisse. Alors, quoi qu'il en soit, ça va faire scandale dans 2-3 jours sur Internet, et là, j'ai l'appropriation culturelle. Bon. Quoi qu'il en soit, plus sérieusement, donc, les mouvements nationalistes ont souvent ce problème d'être vus comme des mouvements qui, finalement, appartiendraient à l'époque d'avant. C'est souvent ici, soit dit en passant, que sont traités les régionalismes européens, et pas complètement en tort. C'est-à-dire l'indépendantisme breton, par exemple, est effectivement le résidu d'une existence nationale ou collective antérieure qui, aujourd'hui, n'existe plus, effectivement, qu'à la manière d'une forme de régionalisme folklorique qui peut nous inspirer de la tendresse, mais qui n'a pas pour vocation de constituer un État. Et donc, De Gaulle, en s'emparant de la question du Québec, nous dit « Nous ne sommes pas ici devant un patriotisme purement sentimental. Nous sommes devant une nation qui est digne de rejoindre la famille des peuples, la famille des nations, la famille des États. » Et de ce point de vue, je pense que le Vive le Québec libre révèle aux nationalistes québécois l'importance de la lutte dans laquelle ils sont engagés et révèle au monde aussi « Attention, une prochaine nation s'en vient. » Il révèle au monde, regardez, quelque chose va arriver ici, portez votre regard sur le Québec, quelque chose pourrait bien arriver.
Je note, soit dit en passant, que Johnson ou pour reprendre la formule effectivement, notre ami Johnson, que Johnson lui-même, lorsqu'il est reçu en France dans le cadre de la préparation du Vive le Québec libre, donc il ne savait pas encore le Vive le Québec libre, mais il préparait la venue du général de Gaulle, Johnson lui-même dit « Pour notre petit peuple trop longtemps enfermé en lui-même, pour notre petit peuple trop longtemps asphyxié, eh bien, cette reconnaissance du monde va nous sortir quelquefois d'un sentiment de claustrophobie. » Donc, il y a chez Johnson cette idée que la reconnaissance gaullienne, quelle que soit la forme qu'elle prendra, parce qu'il pouvait s'attendre à tout sauf aux 4 mots dont nous parlons aujourd'hui, eh bien, ça donnait aux Québécois le sentiment qu'après avoir été très longtemps les oubliés de l'histoire, ils accédaient eux aussi à l'histoire universelle. Donc, premier élément. Deuxième influence sur l'évolution du nationalisme du Vive le Québec libre, eh bien, on pourrait dire vraiment que c'est la prise de conscience de la nécessité d'une politique internationale pour les souverainistes. Je vois Louise Baudouin qui est ici et qui incarne la politique internationale des souverainistes et qui a porté cette idée-là qu'au cœur même de la scène politique française, il faut faire vivre l'enjeu du Québec. Or, De Gaulle crée donc une nécessité ici, c'est-à-dire il nous apprend finalement que toute volonté d'accession à l'indépendance ne se fait pas seulement dans les limites internes du fédéralisme canadien, que la question du Québec peut d'autant plus éclore qu'elle trouve un écho, justement, chez des alliés étrangers prêts à nous soutenir au moment central de la reconnaissance. Donc, en un sens, on pourrait dire que De Gaulle révèle la dimension géopolitique du projet souverainiste. Et je note, soit dit en passant, que la seule fois, on a eu 2 référendums au Québec, mais la seule fois où l'un d'entre eux a été préparé sérieusement, pourrais-je dire méchamment, 1995, eh bien, au cœur de la stratégie internationale des souverainistes, il y avait une stratégie française. Et je crois qu'on peut dire encore aujourd'hui qu'on peut calculer le degré de crédibilité des souverainistes québécois dans leur capacité à susciter minimalement l'intérêt français. C'est-à-dire, n'y voyons pas une forme de fascination pour la mère patrie, voyons-y simplement une marque de réalité. Si, du point de vue des Français, notre cause nationale est vaincue, eh bien, sachons qu'on a un immense problème. Parce que le seul allié qu'on a, j'ai souvent entendu des leaders souverainistes ou des intellectuels souverainistes dire « Nous devrions multiplier nos appuis. Pourquoi se concentrer sur la France? Pourquoi ne pas miser aussi sur les pays d'Amérique du Sud, sur la Bolivie? » Bon, alors, c'est très touchant. Je n'ai rien contre ça, mais le fait est que l'appui de la France est d'une autre nature, pour le dire ainsi. Et si le pays qui a un jour enfanté de nous ne veut plus nous soutenir dans la cause nationale, eh bien, ça en dit beaucoup sur le peu de crédibilité du mouvement à l'étranger. Je me permets de rapporter une conversation sans dire avec qui je l'avais, une fois avec un intellectuel français qui était reconnu pour être sympathique au Québec, qui était reconnu pour être sympathique à la cause de la nation québécoise. Je lui demande, mais à la manière de tous ces Québécois qui font la tournée régulièrement à Paris pour savoir si les Français nous aiment encore, je lui demande, mais cher ami, êtes-vous toujours un compagnon de route de l'indépendance? Et il me répond, tendrement et méchamment, mais cher ami, pour être compagnon de route, encore faut-il qu'il y ait une route. Alors, mais pourquoi je parle de cette dimension-là? Parce qu'elle me semble centrale. C'est-à-dire que le mouvement souverainiste québécois, à partir de Gaulle, comprend qu'il doit avoir, à tout le moins, certains comprennent qu'il doit avoir une politique internationale sérieuse. Et on peut dire que dans la mesure, quand les souverainistes québécois ne prennent pas au sérieux cette politique internationale, je dirais que c'est alors la preuve qu'ils ne prennent pas au sérieux leur propre projet. C'est dans la mesure où les souverainistes québécois cultivent des liens non seulement d'amitié, mais des liens politiques avec la classe politique française, avec ce qu'on pourrait appeler ceux qui comptent en France, eh bien, c'est dans cette mesure-là qu'on fait la preuve, me semble-t-il, pour nous-mêmes, que nous savons entretenir nos rapports avec notre principal allié, qui est d'autant plus notre seul allié. Hein, vous savez, c'est la formule sur Chirac où on lui disait « Vous n'êtes pas le meilleur, vous êtes le seul ». Bon, eh bien, je pense qu'on peut dire quelque chose de semblable dans le rapport France-Québec. Et je note, soit dit en passant, avec quelques tristesses, qu'aujourd'hui, le degré d'intérêt pour la cause du Québec en France a baissé terriblement. C'est normal, me direz-vous, ils ne feront pas l'indépendance à notre place. C'est très vrai. Il n'en demeure pas moins qu'il y a toute une génération, même 2 en fait,
qui avait été socialisé à la question nationale québécoise. Frédéric Bastien, je crois qu'il parlera demain, avait fait un livre remarquable où il montrait comment la question du Québec s'était intégrée dans la politique française comme une forme d'étalon de mesure pour voir qui croit vraiment à la grandeur de la France. Donc, vous croyez à la grandeur de la France? Que pensez-vous du Québec? Vive le Québec libre? Merci, vous croyez à la grandeur de la France. Or, la question du Québec a perdu en intérêt, donc elle demeure certainement l'objet d'une forme de fidélité sentimentale chez quelques-uns. La proximité linguistique fait qu'il y a une facilité d'approche. Il n'en demeure pas moins que la question du Québec perd en importance symbolique dans la politique française au même moment où, aujourd'hui, le Canada redevient un acteur de référence dans la politique française. Et je crois que nous sommes plusieurs à redouter qu'un jour, la relation particulière nouée entre le Québec et la France en vienne à se dissoudre au profit de la restauration d'une relation privilégiée entre Paris et Ottawa. À tout le moins, ça ne me semble pas négligeable. Donc, quoi qu'il en soit, toujours dans l'esprit de ce colloque, on pourrait dire que De Gaulle a marqué l'importance de la question de la coopération. Il a marqué l'importance de la question de l'appui français, de l'allié français. Et aujourd'hui, dans la mesure où on peut prendre ça comme un point de repère, on peut supposer, je crois, que jamais l'allié ou l'appui français n'a été aussi bas. Je ne suis pas certain que c'est à eux qu'on doit en vouloir, mais peut-être davantage à nous. Troisième élément qui marque l'évolution, l'influence du Vive le Québec libre sur le nationalisme québécois, je dirais qu'il s'agit à bien des égards, le Vive le Québec libre est le grand clarificateur de la Révolution tranquille. Le grand clarificateur, c'est-à-dire De Gaulle, au terme du chemin du roi, au terme de ses discours, vient clarifier les enjeux avec une netteté admirable. C'est fou à quel point, de manière locale, entre nous, la Révolution tranquille est l'objet de délibérations infinies pour comprendre vraiment sa signification. Au fil du temps, je crois que chaque génération, chaque cohorte s'invente sa propre Révolution tranquille parce que ça demeure le mythe fondateur du Québec moderne. Il n'en demeure pas moins qu'en lançant un appel explicite et sans ambiguïté à l'indépendance du Québec. D'ailleurs, Denis disait que De Gaulle ne précisait pas la forme politique que fréonnerait l'indépendance. Je suis un tout petit désaccord là-dessus, parce que dans sa conférence de presse, effectivement, en novembre, où il dit cela je pense, prendra forme inévitablement avec l'avènement du Québec au rang d'État souverain, comme le sont de par le monde tant et tant d'autres peuples. Donc je crois que la forme, pour lui, même s'il y a effectivement toujours dans son esprit l'idée qu'il faudra renégocier le lien Canada-Québec, il y a le fait préalable, le fait premier, c'est l'avènement du Québec au rang d'État souverain, évidemment. Quoi qu'il en soit, De Gaulle joue, de ce point de vue, le rôle du grand clarificateur. C'est-à-dire, voilà le sens de ce qui se passe ici. Voilà le sens des événements qui traversent le Québec depuis quelques années. Voilà le sens de cette révolution. Cette révolution est une reconquête. Et c'est assez étonnant de voir, comment je peux dire ça, à quel point De Gaulle pose les choses avec clarté, mais avait peut-être sous-estimé, et c'est la thèse qui est défendue notamment sur un nouveau livre qui est écrit sur le Québec libre qui vient de paraître aux éditions du Cerf, par Christophe Tardieu, La dette de Louis XV. Il avait peut-être sous-estimé, cela dit, l'effet de la domination coloniale sur la pensée politique des élites canadiennes-françaises, pour qui l'indépendance était une possibilité, c'est le cas de Johnson, mais l'indépendance était rarement le point central, c'était la possibilité de repli, c'était l'ultime carte à jouer. Et on peut dire que on pourrait écrire une histoire de l'idée d'indépendance au Québec en voyant le statut de cette idée, et rares ont été ceux pour qui elle était le point central de l'action politique. Tous, sauf les fédéralistes purs et durs, extrêmes, trudeauistes d'une certaine manière, tous, sauf les fédéralistes extrêmes, conservent toujours dans leur jeu la carte de l'indépendance. Certains ils sont prêts à la jouer plus rapidement que d'autres. Mais rares sont ceux qui considèrent que l'indépendance est l'objectif en soi. C'était le cas certainement d'un Parizeau. C'est pas le cas de tant de gens que ça. Il n'en demeure pas moins que je crois que lorsqu'on cherche à penser j'y reviendrai tantôt en conclusion, mais grandeurs et misères de la Révolution tranquille, je pense que le général de Gaulle nous a donné le critère d'évaluation à partir duquel vérifier si elle a réussi ou non. Et vous pouvez deviner de ce point de vue mon sentiment, c'est-à-dire que sur le fond des choses, elle a échoué. Soit dit en passant, et Denis Monnière l'a noté très justement, De Gaulle arrive ici persuadé, non seulement, parce qu'il le dit, hein, on lui demandait, mon général, qu'est-ce que vous avez fait, pourquoi vous avez dit ça?
et il dit « si je ne l'avais pas dit, qui l'aurait dit ?» Il y avait ce sentiment d'une dette historique à payer, et il a ce sentiment que s'il ne le fait pas, personne ne va le faire. Et même Johnson, qui lui-même, on le sait, n'était pas un indépendantiste ardent, a dit, lorsqu'on lui demande « mais qu'est-ce que vous en pensez ?» il dit « s'il n'avait pas dit ça, personne n'aurait parlé de son voyage ici. » Donc Johnson lui-même était capable de voir, même si sa position à lui n'était pas celle d'un indépendantisme résolu, il comprenait le fait que s'il n'y avait pas eu cette déclaration, ce long voyage aurait été un voyage parmi d'autres du général de Gaulle. Alors qu'encore aujourd'hui, vous le noterez dans toute rétrospective qui est faite sur l'histoire du gaullisme et de la vie du général de Gaulle, le Québec libre apparaît toujours d'une manière ou de l'autre. C'est assez étonnant. D'ailleurs, vous le noterez, je le dis sous le signe de l'anecdote, quand vous allez à l'étranger, vous êtes Canadien, non Québécois, là, c'est le rituel qu'on connaît, et là, quand vous dites Québec, vous avez une chance sur deux qu'on vous dise Québec libre. Et ça va toujours frapper de voir comment l'association des termes Québec libre est un héritage gaullien qui a marqué effectivement l'imaginaire de l'époque. Mais le général était par ailleurs très sévère à l'endroit des élites nationalistes québécoises qui n'avaient pas profité de l'événement qu'il avait créé. De Gaulle, dans sa conception de l'action politique, en fait, chez De Gaulle, il y a une espèce de tension dans l'action politique. D'un côté, il y a des réalités profondes qui ne bougent pas. Et de l'autre, il y a un immense volontarisme qui peut faire changer les choses. Et le point de contact entre les deux, ce sont les circonstances. Or, pour De Gaulle, il avait, en 1967, créé les circonstances qui permettaient une accélération de l'histoire. Et lorsqu'il a constaté que l'histoire ne s'était pas accélérée, eh bien, il en a retenu un jugement assez sévère à l'endroit notamment de Johnson. Autre élément, donc dans l'évolution du... il me reste environ... 7 minutes. Ouais, OK. Autre élément qui compte, je pense, c'est, et là ça me sert surtout de point de comparaison, on voit dans le discours du général de Gaulle à quel point il s'agit d'un nationalisme qu'on pourrait qualifier d'historique. Il y a dans toute... D'ailleurs, on pourrait dire qu'en général, le général de Gaulle a une pensée politique sous le signe de l'histoire. On pourrait noter d'ailleurs une forme de grand contraste. La pensée politique du général se formule à travers le langage et l'imaginaire de l'histoire, alors que la pensée politique de nos contemporains se formule davantage dans le langage et l'imaginaire de la technocratie. Alors pour le général, la technocratie, c'est important. C'est au service des grandes orientations politiques qu'il donne. Quoi qu'il en soit, il y a dans les discours du général de Gaulle, il y a une constante qui est la récapitulation, la mémoire toujours de la longue histoire du Québec. Donc, on pourrait dire que ça va de soi, mais pas tant que ça, parce qu'il n'enferme pas l'aspiration à l'indépendance dans la Révolution tranquille. Et ça, c'est une chose, je pense, qu'on doit noter d'une manière ou de l'autre, c'est que c'est la longue histoire du Québec qui le conduit d'une manière ou de l'autre à vouloir faire l'indépendance, à vouloir engager l'indépendance. Évidemment, la Révolution tranquille, c'est une forme d'ébullition nationale qui rend possible le réveil de cette vieille aspiration qu'est l'indépendance politique. Il n'en demeure pas moins que la forme principale du nationalisme gaullien, c'est un nationalisme qui parle le langage de l'histoire. Or, quand on regarde la pensée politique des souverainistes québécois, je ne suis pas certain que la leçon ait été retenue de ce point de vue. Les penseurs souverainistes québécois sont... ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu un langage... Certains ont le nationalisme historique. On pourrait penser à des figures contrastées. Jean Lesage, spontanément, avait cette vision des choses, mais je crois que c'était davantage une question de style oratoire. Il n'en demeure pas moins qu'il y avait ça chez lui. Un Marcel Mars, un Jean-Guy Cardinal avait probablement ça dans la tradition Union nationale. Les premières pages d'Option Québec, étonnamment, de René Lévesque, sont écrites à l'encre gaullien à certains égards. C'est magnifique, les premières pages d'Option Québec. À quiconque veut faire de René Lévesque une forme de nationaliste civique aseptisé doit relire ces pages-là et se taire à jamais. Donc, je dirais, on retrouve ça chez Lévesque. On trouve ça aussi chez Parizeau. Parizeau, qui aimait se présenter par coquetterie, je crois, comme un technocrate sans âme, c'est évidemment faux. Quand on regarde les réflexions de Parizeau, surtout les confessions qu'il a livrées à Duchesne dans le cadre de sa biographie, il est étonnant de voir à quel point Parizeau avait une réflexion sur l'histoire longue du Québec. Et surtout dans le cas de Parizeau, je pense que c'est une forme de volontarisme fort qui s'inscrit dans presque une logique gaulienne, c'est-à-dire il est possible pour un homme d'exception de faire l'histoire s'il le veut vraiment. Quoi qu'il en soit, les souverainistes, je crois, n'ont pas toujours été à la hauteur de la leçon gaulienne sur le plan de la compréhension de la question nationale, et ils se sont souvent contés d'un souverainisme tranquille, un souverainisme gestionnaire, un souverainisme provincial, qui avait de la difficulté à s'inscrire dans l'histoire longue du Québec, comme s'il ne s'agissait pas d'une ressource symbolique et identitaire pertinente pour faire le pays. Alors, j'en arrive à ma conclusion, dans ces 12 minutes qui me restent.
C'est un peu de préambule, oui. Je pense que il nous faut méditer sur l'héritage général de Gaulle, sur l'héritage Vive le Québec libre. Et c'est une méditation triste, une méditation bouleversante. C'est-à-dire, le Vive le Québec libre donnait le sens de la Révolution tranquille, donnait la signification. C'était un grand événement qui annonçait, c'est une forme de prophétie gaullienne qui annonçait ce qui allait venir. Or, le résultat des choses, il faut le dire, c'est que c'est l'inadvenu. Le Vive le Québec libre est un rappel quotidien, pour peu qu'on ait ça en tête, de l'avortement de la libération québécoise. Il suffit de penser au Vive le Québec libre pour voir le grand écart entre la promesse portée de la Révolution tranquille et la réalité de ce qu'elle a donné, c'est-à-dire une société, un peuple culturellement qui a avancé, socialement qui a eu des progrès, mais un peuple politiquement vaincu et qui a vu son rapport de subordination politique au Canada non seulement confirmé, mais renforcé par le changement de régime de 1982. Donc, réfléchir au Vive le Québec libre, c'est surtout réfléchir au fait que si l'indépendance avait eu lieu, on peut imaginer une forme d'écriture de l'histoire de l'indépendance où elle advient, puis dans ce cas-là, la prophétie du général de Gaulle prend une place immense, c'est-à-dire de Gaulle arrive quelques années auparavant, annonce ça, et c'est évidemment ce qui se passe. Et c'est comme si une forme d'histoire trouvait toute sa cohérence là. Or, l'avortement du projet indépendantiste et le fait qu'aujourd'hui il soit condamné à une forme de survivance quelquefois humiliante et qu'il ne soit pas capable de reprendre l'élan, eh bien je pense que c'est un rappel constant de l'échec de l'histoire qui aurait dû nous conduire à l'indépendance d'une manière ou de l'autre. Et de ce point de vue, le Vive le Québec libre peut avoir un effet terriblement dépressif sur les nationalistes québécois, parce que ça marque le contraste des époques entre... Autrement dit, si on n'a pas réussi à faire l'indépendance dans le cadre de la Révolution tranquille, avec la poussée nationale, avec le sentiment d'humiliation qui était encore présent, avec l'appui du général de Gaulle, avec la qualité des élites qui étaient ralliées, comment pourrions-nous aujourd'hui la faire? Donc je crois que ça fait partie... Le grand récit de la Révolution tranquille est un récit qui est forme, comment je peux dire ça, qui vit aujourd'hui, qui nous place dans une situation de contraste identitaire et existentiel radical. C'est un grand récit qui est supposé aboutir à l'indépendance, mais chaque fois qu'on se le raconte, on est obligé de convenir qu'à la fin, ça finit mal. J'ai longtemps cru, cela dit, mais ça c'était ma forme d'espérance, que les Québécois se rendant compte un jour qu'ils vivaient d'un grand écart, qu'ils vivaient en dessous de leurs possibilités, pourraient se redresser, se réveiller, se dire, ben mon Dieu, on aurait pu être tellement plus que ce qu'on est devenu. Et de ce point de vue, le Vive le Québec libre pourrait avoir cette portée. Pour l'instant, tout le moins, ce réveil n'est pas advenu. Dernier mot, dernière parole. Est-ce que le Vive le Québec libre peut toujours nous influencer d'une manière ou de l'autre? Oui, et ça nous ramène à la question de la pensée historique du général de Gaulle. Le cycle historique de la Révolution tranquille est terminé depuis un bon moment déjà. Convenons-en, nous n'y vivons plus. On vit avec les institutions qu'elle nous a laissées. Ce sont des institutions désenchantées auxquelles on ne croit plus. On vit avec un mouvement souverainiste qui ne sait plus comment se relancer. Mais bon, quoi qu'il en soit, on fonctionne avec ce qu'on a. Et la force de la pensée gaulienne, me semble-t-il, c'est justement de restaurer le sens du temps long dans l'histoire. Le sens du temps long dans l'histoire. Et je crois que le mouvement souverainiste ne peut pas faire l'économie aujourd'hui d'une forme de conscience historique renouvelée. Une conscience historique renouvelée qui consiste à renouer, lui aussi, avec le temps long de l'histoire québécoise. Parce que si on s'enferme à jamais dans le récit, en 60, on se relève, en 80, on fait un premier échec, en 82, on nous fait une humiliation, en 95, ça fait... On va être dans l'éternelle répétition de nos défaites. Et de ce point de vue, la pensée gaulienne, qui est à la fois une pensée on pourrait dire du temps long de l'histoire, une pensée du volontarisme politique, soit dit en passant, c'est-à-dire, il est possible, tout le génie du gaullisme, ça consiste à dire, on a devant nous l'histoire qui souffre dans un sens, et bien nous incarnons une volonté contraire, et nous n'allons pas céder simple. De Gaulle dit, il faut épouser l'esprit de son temps, mais au même moment, il comprend que dans l'esprit de son temps, il va représenter le parti d'opposition. Eh bien, je crois que le souverainisme québécois doit lui-même être capable de résister au vent idéologique dominant, comme le général de Gaulle a su le faire de tant de manières. Et dernier point, vrai dernier point, oui. Le général de Gaulle croyait à la permanence des peuples et des nations. Et bien de ce point de vue, me semble-t-il que retrouver ce sentiment de permanence et de continuité historique et de continuité nationale, c'est la condition première d'une éventuelle renaissance du souverainisme. Je vous remercie pour votre patience.
Un autre brillant exposé, merci. Merci pour Monsieur votre patience. Bock-Côté, celui de Denis Monnière, dans la même lignée. C'est sûr qu'on a envie de parler, mais pour l'instant, comme vous nous avez invité à le faire, on va méditer un peu. On va méditer un peu sur l'échéance de l'histoire. Alors, si vous voulez, on va prendre du temps, encore une trentaine de minutes, pour écouter un autre intervenant, après quoi on fera une courte pause, et là, je vous dis, on va être sévère parce qu'il ne faudra pas prendre de retard. On n'a pas de retard cet après-midi sur nos présentations, mais on prendra une courte pause, puis notez vos interventions, on se fera une petite période d'échange subséquemment. Pour l'instant, je vais vous présenter un troisième intervenant, Claude Carignan. Cardinal, Claude Cardinal. Moi, Claude Cardinal. Lui-même, Claude Cardinal, avocat, historien et militant de la première heure ORIenne, au Parti québécois, de toutes les causes de la nation. Alors, Claude Cardinal, qui va maintenant nous interpeller sur cette même question du sens gaulien de la nation exprimée par le général de Gaulle en la foulée de cela. C'est pas tout à fait le sens gaulien, c'est plutôt un récit sur l'évolution des partis politiques à ce moment-là, le bouleversement que ça a engendré. Je n'essaierai pas de 30 minutes avec 15 conclusions. Rapide. Alors, à l'été 67, ça devait être un été de joie, un été paisible. La vie politique avait été mise entre parenthèses. Le temps d'une saison, le temps d'une fête, le temps d'un moment de fierté. C'était une des périodes qui n'annonce rien apparemment, tant les conflits sont mis sous le tapis, tant les problèmes politiques sont en latence. Les problèmes politiques étant remis à plus tard, la question nationale avait pris une certaine ampleur attendrie. D'ailleurs, l'Expo 67 portait l'expression même de cette affirmation nationale québécoise renouvelée. Le Québec recevait le monde, mais un Québec qui aspirait à la modernité et à l'ouverture au monde, avec une jeunesse qui s'instruisait massivement et à qui tout était promis. De Gaulle vint et De Gaulle fit vibrer la nation québécoise. Il lui apporta ce que toute nation recherche, la reconnaissance. Un homme de libération parla de libération à une nation qui ne s'y attendait pas, à une nation dont les élites politiques n'aspiraient pas à tant et qui était satisfaite des progrès accomplis et de ceux qui viendraient normalement et régulièrement dans la continuité et la persévérance de la vie de la nation. Tout ce qui sommeillait dans l'arrière-boutique de la vie politique nationale se réveilla brutalement. Le général de Gaulle provoqua chacun, et tout un chacun réagit. Un applaudissait, un autre réprouvait, un troisième se réjouissait silencieusement, et un dernier s'aigrissait. Les partis politiques furent mis au défi de prendre position sur la question nationale, que le cri du général de Gaulle relança d'une manière provocatrice, avec un style péremptoire. Ce qui avait été jusque-là une affaire politique se débattait sur le thème « Que veut le Québec ?» se déclinait maintenant sur le terrain de l'autonomisme, prit un aspect fondamental. Le Québec devait-il entreprendre la marche vers l'indépendance? Cette question n'était pas nouvelle, mais cette fois-ci, elle portait une signature tout autre. Le jeu politique était rebrassé. Les joueurs devaient fixer leur partition. Le Parti libéral du Canada formait alors le gouvernement du Canada sous la direction de Lester B. Pearson. C'était un gouvernement minoritaire. Pearson n'était pas un homme qui avait le goût de la provocation. Il ne cherchait pas la confrontation avec le gouvernement québécois, en constante revendication qu'il appuyait sur la nécessaire autonomie provinciale pour assurer le plein développement de la nation québécoise au sein du Canada. Quel que soit le parti au pouvoir au Québec, les mêmes revendications étaient reprises. Pearson était un homme de compromis et cherchait une manière de désamorcer les conflits politiques et constitutionnels. Il cherchait une voie pour se concilier le Québec. Il avait fait des ouvertures à Jean Marchand, président de la CSN, et à Gérard Pelletier, journaliste politique bien connu. Il leur avait offert de se joindre au Parti libéral du Canada lors des élections fédérales de l'automne 1965. Ils avaient conditionné leur acceptation à l'extension de l'offre à Pierre Elliott Trudeau.
Les deux premiers avaient déçu à Ottawa. Mais Pierre Elliott Trudeau, négligé au départ, s'avéra une trouvaille. Ministre de la Justice, il avait impressionné par sa réforme du Code criminel, abolition de la peine de mort, décriminalisation de l'homosexualité, introduction des infractions concernant l'alcool au volant, et ainsi qu'une nouvelle loi sur le divorce. Pierre Elliott Trudeau devint chef du Parti libéral du Canada. C'était le premier trait de la recomposition du paysage politique québécois. J'inclus Trudeau dans ce paysage parce qu'il tenait sa force essentiellement au Québec. L'Union nationale de Daniel Johnson avait été élue en 1966 et il avait appuyé son programme politique sur le thème égalité ou indépendance. Il n'avait pas prévu, évidemment, la provocation gaulienne. Il ne fit rien pour la dénoncer, mais il entendit en tirer quelques avantages dans cette négociation constitutionnelle attendue pour l'hiver 68. Il visait une autonomie accrue du Québec. À la fin septembre 67, dans le but de reprendre la main, de ne pas s'engager trop avant, sur une voie non acceptée par la population québécoise, selon lui, il déclara qu'il n'était pas question d'ériger un mur autour du Québec. Il rassurait les milieux des affaires canadiens-français, toujours nerveux et craintifs de perdre ce qui était leur faible part de reconnaissance à Bay Street. L'Union nationale perdut le pouvoir lors des élections générales de 1970. Elle ne s'était pas remise du décès prématuré de son chef. N'oublions pas, Daniel Johnson en septembre 1968. De Gaulle avait pu être déçu, mais on a appris beaucoup plus tard que Johnson n'était même pas sûr de se présenter en 1970. Il était extrêmement malade du cœur. Et son frère lui avait dit, « Tu quittes la politique ou tu meurs. » Il n'a pas eu le temps de quitter la politique. Malgré quelques sursauts électoraux, particulièrement en 1976, le parti disparut. Il ne pouvait plus se trouver une place entre les géants qui étaient devenus le Parti libéral du Québec et le nouveau Parti nationaliste, c'est-à-dire le Parti québécois. Le Parti libéral du Québec, pour sa part, était dirigé par Jean Lesage, un Jean Lesage contesté. Il était en mode survie. Plus d'un voulait sa place. Lesage tentait d'écarter ses critiques les plus solides. René Lévesque, Paul Gérin-Lajoie, Éric Kierans. Le premier round avait eu lieu à l'automne 1966, quand la présidente de la Fédération libérale du Québec était devenue disponible à la suite de l'élection de son président, François Aquin, comme député de Dorion. Éric Kierans avait signifié son intérêt. Lesage s'y opposait farouchement. Lévesque, pour sa part, appuya fortement son ami Kierans et menaça de quitter le Parti libéral si Lévesque empêchait l'élection de Kierans. Kierans fut élu. Le prochain congrès du Parti libéral du Québec était prévu pour l'automne 67, en octobre. René Lévesque, comme d'autres, réfléchissait à la ligne directrice que son parti devait adopter après son échec électoral de juin 66. Les libéraux étaient tiraillés entre ceux qui voulaient proposer un nouvel élan à donner à la Révolution tranquille et ceux qui favorisaient une voie politique moins audacieuse, optant plutôt pour des mesures plus susceptibles de redonner rapidement le pouvoir au parti. Ces deux tendances portaient le même désir, évidemment, celui de reprendre le pouvoir. Pour les tenants du premier groupe, il fallait poursuivre la Révolution tranquille, ce qui n'allait pas sans quelques revendications autonomistes accrues. Ce groupe réunissait, outre Lévesque, Kierans et Gérin-Lajoie, Pierre Laporte et Robert Bourassa. Cependant, ce n'était pas un groupe homogène. Les rapports entre Gérin-Lajoie et Lévesque étaient plutôt froids. Gérin-Lajoie jouait moins la carte nationaliste que Lévesque. Kierans se disait ouvert à l'émergence d'une nouvelle classe économique francophone dans un nouveau contexte créé par l'interventionnisme économique de l'État. Mais la question était, jusqu'où était-il prêt à aller dans le sens d'une prédominance francophone au Québec? Plus tard, Lévesque a su qu'il n'allait pas très loin là-dedans. Gérin-Lajoie et Pierre Laporte favorisaient ouvertement un statut particulier pour le Québec dans une confédération. Kierans ne s'y opposait pas vraiment. Robert Bourassa pouvait vivre avec cette perspective, mais à l'été 67, il était encore dans l'hésitation. Bourassa admirait trop Lévesque pour s'éloigner rapidement de l'homme. Cependant, il n'était pas prêt à jouer son avenir sur Lévesque. Du fait de sa popularité, Lévesque éclipsait Lesage. Il prenait ses aises avec le chef libéral et n'avait pas hésité plus d'une fois à critiquer la minorité anglo-saxonne dominante en la qualifiant de rhodésienne,
ce qui lui avait valu d'être considéré comme très nationaliste. Cette façon d'agir le rendait de moins en moins supportable pour le chef et par tous les frustrés de la défaite du 6 juin 1966. Le Parti libéral se cherchait un responsable de la défaite. L'évêque, avec sa manière d'aborder les choses et sa solitude politique, plus profonde qu'il n'y paraissait. Il était très populaire chez les membres et la population générale, beaucoup moins dans l'appareil du parti, était le coupable idéal, d'autant plus qu'il s'apprêtait à proposer au parti des avenues trop audacieuses. La nomenclatura libérale eut au fait de le pointer du doigt. Quand De Gaulle prononça son Vive le Québec libre, tout s'accéléra. L'évêque, présent à l'Hôtel de Ville, se tint quoi? Il ne s'attendait pas à cette bombe. Il ne s'y était pas préparé. Comme tous, il était heureux de cette visite. Elle représentait une reconnaissance particulière à la société québécoise. L'envergure de la visite de Québec à Montréal par le chemin du roi en faisait un moment à part en 1967. Le Québec ne pouvait qu'en retirer quelques avantages. C'était là une opinion assez généralisée. Cependant, quand le visiteur prit une certaine liberté, l'évêque n'était pas loin d'y voir un empiètement dans les affaires politiques québécoises. D'autant plus qu'il se préparait lui-même à proposer une position constitutionnelle lors du prochain congrès libéral d'octobre à Québec, au Château Frontenac. De Gaulle, par sa déclaration, bousculait tout le monde, et les émotions du Parti libéral se réveillèrent, avant même que lui, René Lévesque, n'eut le temps de se faire entendre. Pour Lévesque, les choses se corsaient. S'il appuyait la déclaration de Gaulle, il se mettait hors jeu avant même le début de la partie. À tort ou à raison, toute allusion positive quant à la parole de Gaulle le ferait apparaître comme séparatiste. Aussi, ce soir-là de juillet 1967, l'évêque resta silencieux. Quelques jours plus tard, il vota contre la déclaration gaulienne à l'Assemblée nationale. Il respectait la ligne de parti. Il croyait se ménager une porte de sortie. Il pensait se démarquer de tout ce qui pourrait le condamner a priori comme séparatiste. Il souhaitait simplement, par son vote, ne pas être jugé à la suite d'une position qui n'était pas la sienne. Il en allait de son avenir politique. Sa proposition constitutionnelle qu'il préparait devait éviter le piège d'être accolé aux séparatistes. Non qu'il rejetait, ce mot qu'il rejetait par ailleurs parce qu'il renvoyait à une signification, entre guillemets, et c'est ces mots, de rupture et de déchirement. Ce qu'il voulait éviter à tout prix. De plus, que lui apporterait une déclaration favorable à De Gaulle? Quand on s'apprête à jouer gros, il faut savoir éviter ce qui ne peut que vous nuire. Plus tard, en politique, il est toujours possible de se reprendre. Pour sa part, un autre député libéral, François Aquin, adoptait une attitude toute différente. Il appuya totalement De Gaulle, rompit avec son parti, et ensuite, plus tard, en 1968, incapable de s'entendre avec l'évêque, il abandonna définitivement la vie politique à l'automne 1968. Le Congrès libéral rejeta le projet constitutionnel de René Lévesque que ce dernier avait publié sous le titre « Un Québec souverain dans une nouvelle association ». C'était au mois de septembre 1968. Ce n'était pas encore Option Québec qui sera lancé en janvier. C'était 67 plutôt. Janvier 1968, Option Québec. Mais c'était déjà suffisamment séparatiste pour être rejeté. De Gaulle avait en quelque sorte emmaillé l'évêque qui, malgré toutes les précautions littéraires, était coincé. L'agitation anglo-fédéraliste s'en donna à cœur joie. Elle voulait une épuration du Parti libéral du Québec. Les élites libérales autour de Lesage laissèrent aller la haine. Pour avoir été sur place. Et mon ami de Monnière et moi, on était à la table des journalistes et on a vu la haine qu'il y avait dans ce congrès. La rage, la haine, toute la colère était là contre un homme. L'évêque quitta la grande salle du Château Frontenac et le Parti libéral du même geste. Dès lors, tous ceux qui oseraient se positionner quelque part entre l'évêque et Lesage le paieraient cher. C'était connu, c'était souhaité. Gérard Lajoie lui-même fut écarté avec sa proposition en faveur du statut particulier. Il quitta le Parti libéral d'ailleurs en 1969. Pierre Laporte et Robert Bourassa, amis de l'évêque, prirent leur distance du proscrit. Ils avaient trop à perdre pour se mouiller. Ils attendraient que la température refroidisse. Lesage victorieux, l'évêque exclu, Laporte et Bourassa commencèrent à se positionner. Plus tard, Lesage paya le prix de sa défaite de 1966. Son autoritarisme personnalisé lui procura une dernière joie politique et ultime consolation,
les applaudissements des délégués libéraux dans la grande salle du Château Frontenac. Mais déjà, les couteaux étaient affûtés. Le décès de Daniel Johnson en septembre 1968 annonça le changement des joueurs dans l'arène politique, comme si la disparition de l'un devait mettre un terme à la carrière de l'autre. Une décennie agitée prenait fin. L'ordre avec Claude Wagner et l'économisme avec Robert Bourassa s'affrontèrent. Bourassa l'emporta. Depuis ce temps, le Parti libéral se prétend le parti de l'économie, et on veut bien le croire. Le RN, pour sa part, au sortir de la grande salle du Château Frontenac, l'évêque était libre, mais il était seul. Il se mit à consulter et à laisser les uns et les autres se manifester et à l'appuyer ou à le condamner. Puisqu'il retenait la notion de souveraineté, même imprécise, il se trouvait dans la sphère de l'indépendantisme, mais sans y adhérer officiellement. Cependant, cette sphère était occupée par deux groupes, deux partis, le RN et le RN. Depuis septembre 1966, Pierre Bourgault, président du RN, sans l'avouer publiquement, était en mode de rapprochement. Il avait rencontré informellement Gilles Grégoire, le nouveau chef du RN, à la fin septembre 1966. Au congrès du RN d'octobre 1967, il avait appuyé la proposition de rapprochement avec ce même groupe. Lorsque François Aquin quitta le Parti libéral, Bourgault le louangea et tenta de l'attirer au RN. Quant à l'évêque, qui à ce moment demeurait libéral, il le qualifia de velléitaire. Une fois exclu du Parti libéral, nul ne savait où allait l'évêque. Il était devenu un joueur cependant inévitable pour le RN et Pierre Bourgault. Ce dernier connaissait trop les faiblesses du RN pour lever le nez sur l'hypothèse d'évêque. Le 11 novembre 1967, dans un appartement de la rue des Pins à Montréal, Pierre Bourgault et Pierre Renaud rencontrèrent informellement René Lévesque. La rencontre débuta avec 2 heures de retard, du fait de René Lévesque, qui ne demeura sur place qu'à peine 15 minutes, le temps d'une cigarette et d'un au revoir, car il était attendu à Val-d'Or. Façon pour l'évêque de dire aux jeunes, vous passerez. Bourgault et Renaud en furent dépités. Le surlendemain, ces piliers du RN s'envolèrent vers Paris pour un séjour de 15 jours, qui s'étira 3 semaines. À ce moment, ils étaient convaincus que l'évêque n'annoncerait rien quant à son avenir politique. La brève rencontre de l'avenue des Pins ne leur avait laissé pas le moindre doute là-dessus. L'évêque jouait seul sa partition et n'entendait se lier d'aucune façon au RN. Ce dernier avait mauvaise réputation. Des manifestations violentes à Pierrefonds et à la gare Jean Talon, contre le train de la Confédération, avaient eu lieu en septembre. Ces événements étaient frais à la mémoire de l'évêque, ce n'était pas ses manières de s'y associer, même indirectement. Une semaine plus tard, Bourgault et Renaud à Paris, l'évêque annonçait son intention de lancer un mouvement politique pour le printemps. Ce serait le mouvement Souveraineté Association. Loin des feux de la rampe, bénéficiant de la distance nécessaire pour ne pas avoir à prendre position trop rapidement, Bourgault eut le temps de prendre la mesure de l'impact de l'évêque. À son retour en décembre, Bourgault était convaincu qu'il lui fallait se rallier à l'évêque le plus tôt possible, ne serait-ce que pour être en mesure d'influencer la constitution de ce mouvement. Cependant, il ne pouvait aller vite parce qu'il était pris avec une opposition interne farouche. Il réussit à réduire les opposants intérieurs, mais frappa un mur avec l'évêque. Les brèves rencontres de négociation, qui ont commencé d'ailleurs dès janvier 1968, n'aboutirent pas. L'évêque entendait définir les paramètres d'une pensée politique de son parti et ne cédait que sur la marge, mais surtout pas en apparaissant associé officiellement au RN. D'autre part, il y avait le regroupement national, qui cherchait une fusion avec un autre parti depuis l'automne 1966. Ce parti devint l'allié idéal pour René Lévesque. D'abord parce qu'il acceptait tout, ensuite parce qu'il ne portait aucune réputation sulfureuse, et enfin parce qu'il semblait présent en région. Il permettait aussi à l'évêque de se dédouaner de sa solitude politique. Ça paraît toujours bien quand on fusionne avec un parti, même si ce parti représente 5 personnes. Ça a l'air rien, mais c'est comme ça. Le RN tira rapidement les leçons de la situation et résolut de se dissoudre en faveur d'un ralliement individuel au PQ, maintenant constitué.
Alors, je serai beaucoup moins long que mon illustre prédécesseur. Quand j'arrive à ma conclusion, Ah, économisez 10 minutes. le cri du général de Gaulle accéléra le repositionnement politique du Québec. 1. L'idée d'indépendance du Québec, jusqu'alors marginale, devint capitale. Les élites du Parti libéral du Québec eurent beau jeu de discréditer tout ce qui était de près ou de loin, tout ce qui était de près ou de loin se rapprochait de l'idée d'indépendance du Québec. Le Parti libéral devint le parti de l'establishment fédéraliste et s'attira le soutien de tous les groupes sociaux et culturels ayant un intérêt affiché pour le maintien du Québec dans la Confédération canadienne. L'Union nationale avait des pénétrations dans le monde anglo-saxon au Québec, mais après ça, là, ça a été fini. Les libéraux ont tout pris. Le sage pensa avoir repris la main. Cependant, ce fut plutôt son champ du cygne. Ses ennemis et les ambitieux s'unirent pour le décoller de sa chefferie. Les libéraux élirent le jeune Robert Bourassa, admirateur de René Lévesque, mais plus ambitieux que franchement fédéraliste. Il appuya sa carrière sur la création d'emplois et d'économistes pour justifier à peu près tout. Le Parti libéral devint officiellement le parti de l'élite économique, celle qui crée des emplois selon elle-même. Lévesque avait espéré convaincre le Parti libéral avec une idée déjà de souveraineté association qui devait rallier tous les Québécois. Je pense à mes yeux là, que le grand drame de René Lévesque, c'est sa séparation d'avec Éric Kérens. Éric Kérens représentait l'élite anglophone économique ouverte au Québec. Et les deux étaient très près dans leur pensée politique pour l'avenir du Québec, sauf sur la question, évidemment, de l'indépendance ou même d'une forme quelconque de souveraineté association. Il fut placé dans la contrainte qu'il n'avait pas prévue. Après De Gaulle, il n'était plus question de réaménagement constitutionnel en profondeur, il était question d'indépendance ou de fédéralisme. L'évêque fut en quelque sorte dépossédé de son projet et la souveraineté association évolua lentement mais directement vers le projet d'indépendance. Même si l'évêque ne le souhaitait pas, les adversaires convainquirent tous les Québécois que le projet de l'évêque était un projet séparatiste. Ceux qui votèrent non en 80 votèrent contre l'indépendance, mais pas contre plus de pouvoir pour le Québec. Le RIN fut valorisé, mais sa réputation et son chef servirent de repoussoir politique idéal. Regaillardi par la déclaration gaulienne, il ne pouvait poursuivre devant un évêque qui ralliait à lui tous les nationalistes. Le RIN a été vidé de son contenu, de ses membres. C'est beau avoir des grandes théories, mais quand vos membres s'en vont à l'autre, là. Le regroupement national disparut en se fondant dans le PQ. Quelques-uns de ses membres demeurèrent créditistes, Camille Sanson. D'autres participèrent activement au développement du PQ et furent ministres du gouvernement Lévesque, Jean Garon, Marc-André Bédard, Lucien Lessard. Quand même pas rien. Pierre Bourgault rejoignit le PQ. Après quelques esbrouffes au sein du PQ, il se retira du monde politique. L'Union nationale perdit le pouvoir en 1970. Le décès de Daniel Johnson en 1968 marqua la fin de son rayonnement dans les régions. Son successeur, Jean-Jacques Bertrand, ne put poursuivre la coalition nationaliste et la petite bourgeoisie. La coalition nationaliste et petite bourgeoisie d'affaires. Robert Bourassa, avec son économiste moderne, était beaucoup trop fort. De plus, l'Union nationale paya lourdement ses faiblesses dans la défense des intérêts linguistiques des Québécois français. Bill 63, c'est l'affaire de Saint-Léonard. Le Parti libéral du Québec se fit plus fédéraliste et devint de facto défenseur du monde anglo-saxon au Québec. Quand Robert Bourassa tenta quelques accommodements, assez peu raisonnables, soit dit en passant, la loi 22, il le paya cher. Au fédéral, la porte s'ouvrit pour Pierre Elliott Trudeau. C'est là un effet imprévu de la visite du général de Gaulle. L'élite du Parti libéral du Canada et bureaucrate du gouvernement fédéral le fit chevalier servant de la couronne contre toute intrusion étrangère et ses suppôts intérieurs. Toute concession additionnelle aux revendications québécoises profiterait aux séparatistes, selon lui et selon eux. Et d'ailleurs, Jacques Parizeau n'est-il pas devenu fédéraliste quand, allant à Banff pour une conférence, indépendantiste, quand, allant à Banff pour une conférence, il avait réalisé que l'évolution normale et conséquente de l'accroissement des pouvoirs du Québec était l'indépendance. La pensée, là, de Parizeau et Trudeau
sur les conséquences est exactement la même, mais ils ne choisissent pas où ça va aller. Pierre Elliott Trudeau réussit son projet politique. Et là, je vais dire quelque chose qui va peut-être décevoir ou déplaire, enfin, peu importe. Il bénéficia de l'effervescence nationaliste que les cris du général de Gaulle suscita au Québec et de la crainte qu'il déclencha au Canada anglais. Il s'attira l'appui du Québec, malgré tout, tant anglais que français. Ce fut le grand gagnant du nationalisme québécois, que pourtant il détestait, et les bénéficiaires imprévus de la visite du général de Gaulle. L'histoire, parfois, a des drôles de façons d'agir. Merci. Merci, Claude Cardinal. Oui, l'histoire, comme dirait l'historien italien Jean-Baptiste Vico, l'histoire s'écrit par Corsi et ricorsi. Hein? Par retour et par retour. Nous espérons. Merci de ces repères historiques. Je crois lire dans vos yeux que vous avez l'attention et la patience d'écouter la passionnante suite avec Éric Bédard, si je ne me trompe pas. Il n'y a pas une grande manifestation. Alors, on va passer tout de suite à Éric Bédard, mais avant cela, je vais souligner quand même la présence parmi nous de Louise Harel, qui se joint à nous. Hein? Et aussi Louise Baudouin, qui est avec nous, on y a fallu deux tantôt. Et le cher professeur Jacques-Yvan Morin, qui est avec nous comme toujours. Jacques-Yvan Morin. La visite du général de Gaulle aura aussi des effets, bien sûr, sur le fédéralisme canadien et sur la politique étrangère canadienne. Qui est mieux placé pour nous en parler que Éric Bédard, historien, professeur à la Télé-Université, à la TÉLUQ, une constituante du réseau de l'Université du Québec, et qui, je dirais, fait profession d'historien depuis un long moment, et qui va nous entretenir sur cet aspect des retombées de la visite du général en 1967. Éric Bédard. Alors, merci beaucoup aux organisateurs pour leur invitation. Bonjour à tous et à toutes. J'aurais beaucoup de choses à dire. Je pense que dans la période de questions, je réagirai à certaines choses qui ont été dites. C'était passionnant de vous écouter, messieurs. Alors, lorsque Charles de Gaulle fait son arrivée à l'Hôtel de Ville de Montréal en début de soirée, le 24 juillet 1967, le premier ministre canadien Lester B. Pearson regarde l'événement en direct à la télévision de sa résidence officielle du 24 Sussex à Ottawa. Dans le 3e tome de ses mémoires, Pearson raconte sa réaction immédiate. En criant « Vive le Québec libre », de Gaulle reprenait, selon lui, le slogan des séparatistes. Une formule, en effet, très répandue à l'époque chez les indépendantistes, comme j'ai pu le constater lorsque j'ai publié un texte sur un livre qui s'intitulait « Québec libre », publié par un homme plus important que le dit Claude Cardinal, René Jutras, qui était chef du ralliement national, qui a publié en 1965, donc Québec libre, et son éditeur a imposé à M. Jutras ce titre parce qu'il jugeait que c'était une formule qui était déjà extrêmement populaire et il jugeait que c'était le titre, alors que le docteur Jutras n'était pas très chaud, lui, il trouvait justement que c'était un peu éculé comme expression déjà en 1965. Donc la formule était en effet très répandue déjà à l'époque. Alors Lester B. Pearson y voit une insulte au gouvernement fédéral. Bien que la formule ait peut-être échappé à De Gaulle, pense Pearson, vu l'enthousiasme de la foule, il n'était pas le genre d'homme à improviser, en effet. Mais ce qui l'irrite le plus, ce qui le rend carrément furieux, c'est l'évocation de l'atmosphère de libération qui rappelle à De Gaulle le Paris d'août 1944. Pour ce vétéran de la Grande Guerre, ce grand diplomate de carrière, hostile à tous les totalitarismes, cette comparaison est non seulement blessante, elle est carrément inacceptable. Le mot « inacceptable » sera repris le lendemain dans le communiqué. Après le « Vive le Québec libre », le téléphone du premier ministre canadien ne dérougit pas. Des centaines de télégrammes lui parviennent. Face à ce qui prend toutes les allures d'une crise, 2 lignes de conduite se présentent à lui. Le lendemain, le 25 juillet, il y a un long conseil des ministres qui est tenu à Ottawa. 2 lignes donc de conduite. La ligne dure d'abord. Une dénonciation virulente de tout ce que
de ce que tous assimilent à une intervention directe, tous dans les cercles fédéraux, à une interférence dans la politique intérieure d'un pays souverain. Donc, la ligne dure prévoit l'annulation de la visite du général dans la capitale fédérale le lendemain, le rappel de l'ambassadeur, la rupture même des relations diplomatiques avec la France. C'est la position d'un certain Arthur Lang, député de Vancouver, mais aussi de Pierre-Elliott Trudeau et de Jean Chrétien. Il s'agissait d'envoyer un message clair, c'était les Canadiens qui devaient décider de leur avenir, non pas les Français. La ligne dure, donc, qui se présente à Pearson, mais aussi la ligne diplomatique. Celle que soutient Paul Martin, son secrétaire aux Affaires extérieures, celle que soutient Jules Léger, l'ambassadeur du Canada à Paris, et celle que soutient aussi Jean Marchand. C'est-à-dire qu'il faut, oui, dénoncer le Vive le Québec libre, mais maintenir le dîner d'État prévu pour le lendemain. Pourquoi? Pour ne pas jeter d'huile sur le feu, pour ne pas faire le jeu des souverainistes. Donc, cette position sera finalement celle adoptée par Lester B. Pearson. Contrairement à ce que dit mon ami Denis Monnière, le gouvernement fédéral n'a pas annulé la rencontre du lendemain, elle a été maintenue. C'est De Gaulle qui, à la suite du communiqué, a décidé de laisser tomber. Donc, à 18 h, le 25 juillet, lors d'une conférence de presse transmise en direct, Lester B. Pearson lit la déclaration que l'on connaît. Il reproche au président français d'avoir repris la formule d'une petite minorité, c'est ce qu'il dit, qui s'emploie à détruire le Canada. Des propos inacceptables pour le peuple canadien et son gouvernement. Le peuple canadien, une formulation clairement nationaliste qui fait fi du caractère fédéral du Canada. Et je poursuis, je cite Pearson, « Le peuple canadien est libre. Chaque province du Canada est libre. Les Canadiens n'ont pas besoin d'être libérés. Le Canada a toujours eu des relations spéciales avec la France, la patrie d'origine de tant de ses citoyens. Nous attachons la plus grande importance à l'amitié avec le peuple français. » Alors, des propos inacceptables, mais sans plus. Pour le général, cependant, le message est clair. Il ne se sent pas le bienvenu dans la capitale fédérale. Il décide, je viens de le dire, d'annuler sa visite. Les autorités fédérales s'attendaient à cette réaction et plusieurs sont même soulagés. La réaction, donc, du gouvernement canadien est ferme, mais sans plus. Elle n'est que verbale, mais n'est suivie d'aucune action ou représailles à court terme. Elle est pourtant jugée déplacée par la plupart des leaders d'opinion au Québec et par la population aussi. Dale Thompson rapporte que Jean Drapeau aurait trouvé la réaction fédérale excessive. De leur côté, René Lévesque et Claude Ryan, dans les articles qu'ils vont publier dans les jours qui suivent, reprochent au gouvernement fédéral de faire comme s'il ne s'était rien passé. Au fond, le général a peut-être perdu un peu la tête. Ce sera la position. C'est ce qui circule. Peut-être pas officiellement de la bouche de Pearson, mais c'est ce qui circule. D'ailleurs, beaucoup de médias français vont avoir cette interprétation. Ryan, futur chef du Parti libéral du Québec, à ce moment-là, grand éditorialiste très influent, croit qu'il n'y a pas eu, je le cite, au Québec, de réaction de masse contre le fond du message du général. Alors Ryan dit qu'au lieu de balayer cette déclaration sous le tapis, les dirigeants fédéraux feraient mieux de trouver une paix canadienne durable. Ce sont ses termes. Alors que René Lévesque, lui, se moque de Jean Chrétien qui aurait déclaré « D'ici une semaine, tout le monde aura oublié cet incident. » 50 ans plus tard, nous tenons un colloque sur l'événement. Mais ce qui est très intéressant, c'est la réaction de l'opinion publique. Dans un sondage CROP rendu public le 12 août 1967, mené par Le Devoir, le Montreal Star et Radio-Canada, alors ce sondage montre noir sur blanc que les Québécois ont aussi désapprouvé la réaction fédérale. À la question « Le gouvernement fédéral a-t-il répondu comme il le fallait, trop durement ou pas assez durement au propos du général de Gaulle ?» 50,5 % des sondés répondent « trop durement » et uniquement 5,1 % répondent « pas assez durement », alors que 22 % considèrent que la réaction est correcte. Le même sondage indiquait qu'au fond, aux yeux des Québécois, le général de Gaulle, plutôt que d'encourager une cause bien précise, en l'occurrence l'indépendance du Québec, ou de se mêler d'un débat qui ne le regardait pas, n'avait fait que cautionner l'idée que les Québécois étaient maîtres de leur destin. 66,9 % des sondés se disaient en accord avec la proposition suivante, et je vous la cite, « que le Québec est, de fait, libre, mais il doit essayer de le devenir davantage à sa façon, tout en restant au sein du Canada. »
66,9% des Québécois, des sondés, répondaient, se retrouvaient dans cette phrase. Donc, libre, le Québec, absolument, aux yeux des Québécois, les propos du général n'avaient rien, donc, d'inacceptable. Ils tenaient lieu d'évidence. Charles de Gaulle et Lester B. Pearson ne se sont donc pas rencontrés le 26 juillet 1967. Ils ne se sont d'ailleurs plus jamais revus. Un rendez-vous raté. De Gaulle et Pearson, deux destins remarquables, à bien des égards, deux hommes de culture et d'esprit, mais deux personnalités tellement différentes, deux conceptions de la politique. Les deux hommes étaient presque de la même génération. De Gaulle, 1890, Pearson, 1897. Les deux avaient pris part à la Grande Guerre, mais ni l'un ni l'autre ne s'y était distingué. De Gaulle est fait prisonnier, comme on le sait, alors que Pearson est victime d'un banal accident à Londres. Il ne va même pas se rendre sur les tranchées. Il va souffrir d'une dépression nerveuse. Il sera rappelé. Cette expérience de jeunesse marque les deux hommes, mais de manière complètement différente. Durant les années 20 et 30, de Gaulle continue d'être porté par une conception tragique et héroïque de la guerre et de la politique. Il reste attaché à cette haute idée qu'il se fait de son pays, de sa civilisation, de sa vocation. Il craint la revanche de l'Allemagne et souhaite que son pays soit prêt. Dans l'ombre, il enseigne, il écrit, il attend son heure. Pearson, lui, revient désenchanté, désabusé de la Grande Guerre. Sentiment qu'il appartient à une génération sacrifiée. De la politique, il se fait une conception beaucoup moins prophétique que le chef de la France libre. Le jeune Pearson cherche son chemin, une carrière. Il n'ambitionne absolument pas de sauver son pays de l'abîme. Il travaille dans une entreprise familiale à Chicago, hésite entre l'enseignement et la diplomatie. Il opte finalement pour le nouveau département canadien des affaires extérieures. La politique est pour lui une affaire de compromis, une activité très terre-à-terre. Dans le contexte de la guerre froide, les deux hommes, quoique férocement anticommunistes, restent attachés à des conceptions du monde bien différentes. La conception gaulienne du monde était réaliste. Le monde était une constellation de nations, toutes jalouses de leur souveraineté et de leur liberté. Après l'indépendance de l'Algérie, l'homme du 18 juin se fait le chantre du droit à l'autodétermination des peuples. Aux yeux de Gaulle, l'indépendance nationale était le bien le plus précieux, un bien qui ne se quémandait pas, mais qui se défendait parfois par la force ou par la politique du fait accompli. Il se méfiait de toutes les institutions qui restreignaient, encadraient la souveraineté des nations, à commencer par l'Europe fédérale après la Deuxième Guerre mondiale, l'OTAN, dont il s'est retiré en 1966. Lester B. Pearson, on le sait, deviendra l'un des champions d'un internationalisme libéral, du multilatéralisme. Avec d'autres hauts fonctionnaires des affaires extérieures, il convainc les Américains de créer l'OTAN en 1949. Il s'agissait de solidariser les États-Unis avec les nations de l'Europe de l'Ouest, de les attacher. Il est également un grand promoteur de l'ONU. J'ai appris qu'il avait été même pressenti pour être secrétaire général de l'ONU à ses débuts, mais les Soviétiques trouvaient qu'il était trop proche des Américains. En 1956, il est à l'origine des Casques bleus, ces forces de la paix, encadrées par l'ONU, une idée qui lui vaudra d'ailleurs le prix Nobel en 1957. À ses yeux, les grandes institutions internationales forçaient la concertation entre nations, assuraient la sécurité collective, favorisaient la paix. Ce qui valait pour le monde valait pour les nations elles-mêmes. De Gaulle, on le sait, adhérait à une conception unitaire de la nation. Il croyait en un État fort et centralisé. À ses yeux, les fédérations étaient une manie des Anglais. Au ministre Alain Peyrefitte, il confie le 29 septembre 1965, c'est très drôle, écoutez, les Anglais ont été obligés de lâcher du pouvoir, de lâcher le pouvoir ou du pouvoir, mais alors ils ont fabriqué ces fédérations à la gomme, de manière à avoir les moyens d'intriguer à l'intérieur, en organisant la zizanie, toujours diviser pour régner, mais ça ne marche plus. Et fin de la citation. Les Anglais n'avaient plus la flotte, plus l'armée, plus les moyens d'intervenir. Pour temporiser, Couve de Murville et l'entourage du président ont plusieurs fois répété en coulisses, au vis-à-vis canadien ou à la presse française, que de Gaulle souhaitait moins l'indépendance du Québec qu'une sorte de souveraineté-association inspirée du modèle austro-hongrois. Or, la conférence de presse du 27 novembre, qu'a cité bien sûr Mathieu, et les propos tenus à Peyrefitte montrent noir sur blanc qu'un tel modèle comptait moins à ses yeux que l'indépendance, qu'il envisageait pour le Québec le même destin que pour les nations qui s'étaient affranchies du joug colonial. Tout au plus, il concevait ce qu'il appelait une conjonction organique, mais guère plus.
hein. Et à ses yeux, comme l'a bien dit Denis Monnière, le Canada n'était pas une confédération, mais bel et bien une fédération. Hein. Dans cette fausse confédération, les provinces ne sont pas souveraines, etc. Donc, je ne reprendrai pas. Denis a repris exactement la même citation dans C'était de Gaulle. Lester B. Pearson, lui, oscillait entre l'idée du peuple canadien, mais d'un fédéralisme qu'il appelait coopératif. Jeune, il avait adhéré à l'idée de l'Empire, mais il avait vu d'un bon œil que le Canada conquiert son autonomie et son indépendance durant les années 30, d'où le développement du département des Affaires extérieures, dont il a été un des pionniers. Il avait défendu bec et ongle l'unifolié, le nouvel emblème canadien qui allait remplacer le Red Ensign, et fait adopter de généreux programmes sociaux, dont celui sur la santé. Et on sait à quel point les Canadiens anglais tirent une fierté de ces programmes sociaux. Pour eux, c'est une forme de distinction au plan de l'identité avec les Américains. Pearson souhaitait également rapatrier la Constitution. Il a tenté avec la formule Fulton-Favreau, que couspillait, que combattu notre monsieur Jacques-Yves Morin ici présent, et qui était son espoir de rapatrier la Constitution, mais ça a été un échec. Mais ce nationalisme canadien était tempéré, dans son cas, par une volonté sincère de faire une plus grande place aux Canadiens français. Il avait pris acte de l'infériorité économique des Canadiens français. Les chiffres de la commission Laurando-Dunton qu'il avait fondée le démontraient noir sur blanc. Il avait pris acte aussi de la Révolution tranquille et de la montée du mouvement indépendantiste. Dans ses mémoires, d'ailleurs, il évoque, je le cite, l'émergence d'un nouveau Québec désireux d'être mieux reconnu par la Confédération. Donc, cette conception de Pearson du Canada le plaçait entre deux perspectives. La perspective des conservateurs, de vieille extraction. Je pense ici à John Diefenbaker, je pense à Donald Creighton, grand intellectuel canadien-anglais, qui considérait le Canada comme une nation de culture et de tradition britannique. Et une nouvelle génération de libéraux, Trudeau, Pelletier, Marchand, qui allaient refonder le pays autour d'un bilinguisme strictement individuel et de la Charte canadienne des droits et libertés. Donc, au plan de la représentation du monde, De Gaulle et Pearson vivaient sur deux planètes bien distinctes. S'ils pouvaient se respecter, ils n'arriveraient jamais, c'est bien le cas de le dire, à parler la même langue. Pearson croyait que, sur la scène du monde, le Canada ne devait parler que d'une seule voix. Abandonner ce droit, écrivait-il dans ses mémoires, ce serait la fin de la Confédération. Mais il était prêt à donner du lest, comme l'a dit Claude Cardinal, un peu du lest au Québec, qui pouvait avoir sa propre délégation à Paris, intervenir sur des enjeux qui relevaient de sa juridiction, mais certainement pas signer des traités internationaux en bonne et due forme. Pour faire contrepoids à cette présence du Québec en France, le Canada devait déployer des efforts pour se rapprocher de l'ancienne mère patrie d'un tiers de sa population. C'est dans cet esprit que Pearson entreprend un voyage officiel en France en janvier 1964. Il est reçu en personne par le premier ministre Pompidou et quelques heures plus tard, il rencontre à 2 reprises le général de Gaulle. Le récit qu'il en fait est très positif. Le récit que fait Pearson de cette visite est plutôt positif. Le général lui fait d'ailleurs une très forte impression. Il décrit un style très formel, un français pur, clair, facile à comprendre pour lui, des considérations philosophiques et historiques élevées sur l'état du monde, notamment sur l'enjeu de la reconnaissance de la Chine communiste. C'était quelques semaines avant le voyage de Malraux. I found de Gaulle impressive and far more sympathetic than I expected, but very proud, very French. Après cette rencontre de fin d'après-midi, un dîner d'État prend place en soirée. I never felt so royal as in the French Republic, or so out of my natural informal element. Le toast du président est extrêmement chaleureux. De Gaulle évoque le sang coulé par les Canadiens sur le sol français durant les 2 guerres mondiales. Le soir du 24 juillet 1967, ces paroles, évidemment, résonnent en lui. Le premier ministre canadien sort de cette visite officielle à la fois réjoui, mais inquiet. Il a le sentiment d'un rapprochement entre le vrai Canada, qui ne se réduit pas au Québec, et la France. Mais il sent que De Gaulle considère le Canada anglais tel une excroissance des États-Unis, un simple satellite, une communauté dépourvue de personnalité historique propre. En somme, une quantité négligeable. Cette perception, elle est totalement fondée. De Gaulle comprend bien, et parce qu'on a le verbatim, grâce à Perfit, des heures qui suivent cette rencontre, grâce à cet De Gaulle. Hein. À Perfit, il confie la chose suivante. Dans les rapports du Canada avec la France, Pearson voudrait
à la fois que nous l'aidions dans son équilibre actuel, qui n'a pas d'avenir, et que nous contrôlions le mouvement propre des Français au Canada. Les Français au Canada, en effet. Hein, de manière qu'ils ne prennent pas un tour violent. Tout ça est contradictoire. Les conversations ont été amicales, mais inévitablement embarrassées. Il y a un fait gigantesque, écrasant, c'est la présence des États-Unis. La Grande-Bretagne s'efface, les États-Unis resserrent leur étreinte. Hein, tout ça va se régler quand le Canada français fera son indépendance. Durant les 3 années qui suivent cette visite officielle de janvier 64, le ciel des relations Canada-France ne cesse de s'assombrir. Parmi les dossiers les plus litigieux, Air Canada, on est en 1965, après avoir tergiversé, refuse de faire l'acquisition d'un modèle d'avion fabriqué en France, la Caravelle, produite par l'entreprise Sud Aviation, ancêtre d'Airbus. Déception en France. En 1965, la France signe une entente avec le Québec sur l'éducation, une première pour le Québec. Ottawa est mis devant le fait accompli. 3e dossier, le Canada refuse de vendre de l'uranium à des fins militaires. On sait que la France est devenue une puissance nucléaire en 1960. Or, le premier ministre canadien subissait d'intenses pressions venant surtout de sa gauche, dans un contexte de gouvernement minoritaire, pour interdire l'exportation d'uranium. Le compromis de Pearson qui est trouvé, oui à l'exportation, mais à des fins civiles. La France n'avait donc pas accès à cette ressource convoitée pour son armement nucléaire. Autre déception. 1966, De Gaulle se retire de l'OTAN. Somment les Américains et les pays membres de cette alliance, dont le Canada, de retirer leurs troupes et de quitter illico leur base militaire. Cette année-là, après son élection au suffrage universel, donc, De Gaulle ouvre son grand jeu, sa politique de la grandeur. Cette décision par rapport à l'OTAN place évidemment le Canada en porte-à-faux. Petit détail, anecdotique, mais important. Mars 67, décès de l'ancien ambassadeur Georges Vanier, général de l'armée canadienne, ami de la France libre. Le général Vanier avait soutenu ardemment la France libre durant la Deuxième Guerre mondiale. Or, le général ne dépêche aux funérailles que des personnages secondaires. Il ne se déplace pas lui-même. À la plus grande déception de la veuve Paulette Vanier, qui sera meurtrie par cette inattention, ce geste. Et on voit d'ailleurs la présence de Paulette Vanier dans C'était de Gaulle. Elle rappelle au général, elle déteste la politique du général à l'égard du Québec, elle lui rappelle d'ailleurs que durant la Deuxième Guerre mondiale, les Canadiens français étaient pétainistes. Donc, vous les reconnaissez maintenant, mais ils étaient vos ennemis autrefois. Mais De Gaulle n'en fait qu'à sa tête, évidemment, il n'est pas impressionné par cet argument. Et enfin, dernier épisode, mai 67, commémoration de Vimy. C'était le 50e anniversaire à l'époque. Ottawa commet un impair diplomatique très, très grave. La première invitation officielle qui est envoyée, elle est envoyée à qui? Au prince Philippe. Prince Philippe, représentant de la souveraine du Canada, la reine Élisabeth II. Alors évidemment, le général de Gaulle est ulcéré par cet affront, qu'on invite un dirigeant étranger. Pearson téléphone personnellement directement à De Gaulle pour s'excuser et expliquer la situation, mais évidemment, rien n'y fait, et la France ne se mêlera à peu près pas de l'événement. Donc lorsqu'on apprend que De Gaulle accepte finalement l'invitation de Daniel Johnson, il avait reçu 3 invitations au général de Gaulle, l'une du gouvernement fédéral, l'une du maire de Montréal. Et là, De Gaulle dit, est-ce que j'ai l'air d'une bête de foire, moi, pour aller à l'Expo 67, et l'une du gouvernement Johnson. Alors, lorsqu'on apprend que De Gaulle accepte finalement l'invitation de Daniel Johnson de venir au Canada, Lester B. Pearson, évidemment, craint le pire avec tout ce que je viens de vous mentionner. Les autorités fédérales prévoient un scénario de visite très clair et élaboré, évidemment, qui commencerait par la capitale fédérale. Et dans leur perspective, le général de Gaulle viendrait célébrer le centenaire du Canada. Or, on le sait, pour l'homme du 18 juin, il n'en était pas question. De Gaulle ne viendrait pas célébrer une défaite française, un pays fondé sur une défaite française, mais bien 200 ans de fidélité des Canadiens français à la France. Ce sont les termes qu'il utilise. Donc, lorsque le général de Gaulle prononce son célèbre discours au balcon de l'Hôtel de Ville, on imagine Pearson irrité, blessé, mais plus ou moins surpris. Quelles conséquences aura ce discours sur la politique internationale? Et c'est ma conclusion. Alors, ce qui m'a frappé en lisant
à la fois Bastien, en relisant Bastien, mais aussi Eldon Black, qui a été un conseiller diplomatique à l'ambassade de France de 67 à 74, qui a publié un petit ouvrage sur la question, c'est qu'au fond, ce que tente de faire le Canada après cette visite, c'est de publiquement éviter les vagues, temporiser, constamment minimiser la portée de la geste gaullienne. Travailler dans l'ombre à la normalisation des relations Canada-France, prendre acte des relations privilégiées entre le Québec et la France, mais chercher par tous les moyens à être avisé, si possible par les autorités françaises, ce qui n'était pas clair au début, des visites et actions entreprises, de manière à les encadrer ou à minimiser leurs effets. En somme, faire un peu comme si 67 n'avait jamais existé. J'ajoute à ça les activités de l'homme d'affaires Paul Desmarais, qui a mis son grain de sel, cultivant les relations personnelles avec des personnalités de la droite française. Un jour, j'ouvre les mémoires de Maurice Druon, secrétaire perpétuel de l'Académie française. C'est formidable comme expression, être un secrétaire perpétuel. Maurice Druon qui dit « Ah, je suis en ce moment dans le domaine de mon ami Paul Desmarais. » Je lis ça dans ses mémoires. Alors, il y a eu une paradiplomatie par quelqu'un comme Paul Desmarais, peut-être par d'autres hommes d'affaires très riches, pour amadouer ces gens de la bonne vieille droite gaulliste française, Maurice Druon, Nicolas Sarkozy. Un jour, je ne pense pas révéler un grand secret d'État, Louise, en disant que vous avez entendu parler que Luc Ferry était à sa gare, et vous auriez peut-être une liste beaucoup plus longue que moi à donner de ces personnalités qui se sont retrouvées comme ça. Donc, une paradiplomatie, une façon de désamorcer, de créer des liens. Donc, autrement dit, publiquement éviter les vagues, normaliser, créer des liens. Deuxième élément de la politique fédérale, accroissement de la présence canadienne en France. Les effectifs de l'ambassade, la fondation, en avril 1970, d'un centre culturel canadien à Paris. Campagne de visibilité à répétition avec un message simple. Le Canada ne se réduit pas au Québec. Il y a une vie française à l'extérieur du Québec. Troisième élément de la réaction fédérale, intervention africaine, développement de l'aide humanitaire du Canada dans l'Afrique francophone, et donc façon de dissuader ces jeunes États de traiter directement avec le Québec, sous peine de se voir retirer un chèque, par exemple. Quatrième élément de cette politique, report de la francophonie politique. Il y avait le projet d'une francophonie politique existe durant les années 60. Jean-Marc Léger, un de ses plus grands animateurs. Pourquoi il faut attendre 1984? C'est parce que la France exige une présence du Québec à part entière et que le Canada de Pierre-Éliott Trudeau s'y refusait. Je conclus. La coopération institutionnelle donc entre la France et le Québec, héritage du général de Gaulle, a bien traversé le temps. Toutefois, à l'heure où les gouvernements québécois renoncent à leur ambition nationale, à l'heure où la France sert le plus souvent de repoussoir à nos élites, nous n'en avons pas parlé, mais ça c'est quelque chose que je sens beaucoup chez nos élites québécoises, la France comme repoussoir de nos élites, notamment avec tout ce débat qu'on a eu sur la laïcité, qui n'est pas terminé, à l'heure où les étudiants québécois privilégient les États-Unis à la France, on peut s'interroger sur la pertinence de cette coopération, sur l'avenir de cette coopération et sur son sens. Le Canada d'aujourd'hui, ce Canada post-national de Justin Trudeau, n'a plus grand-chose à craindre de la France d'Emmanuel Macron, dont les élites semblent communier aux mêmes univers intellectuels. Lester B. Pearson, malgré son nationalisme canadien, croyait à la dualité nationale du Canada. Justin Trudeau, héritier de son père, n'y croit plus. Charles de Gaulle croyait que les nations, les États-nations, étaient l'expression par excellence de la diversité humaine et de la liberté. Emmanuel Macron, héritier de Jean Monnet, ne jure, lui, que par l'Europe et la mondialisation. Au sens propre et figuré, Trudeau et Macron parlent la même langue, celle du multiculturalisme, celle d'un progressisme jovialiste. Pour le Canada et la France, un nouveau cycle peut commencer. Nous en avons eu même la preuve hier soir avec cette visite de Justin Trudeau à Emmanuel Macron. Merci.